Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast où je suis toujours accompagné de Chris Jumentier. Salut Chris. Salut, Voilà. merci de m'avoir regardé. Ouais. Merci à tous ceux qui ont voté 2. Jusque-là. Et aujourd'hui, on a une troisième personne, un invité, qui n'est nul autre que Nicolas Munoz, fondateur notamment de Bisou. Voilà. Bonjour. Hello Nicolas. Bonjour à tous les deux. Bonjour Nicolas. Merci Et de me puis moi, recevoir. ouais. Bah, merci à toi d'être là. Il va falloir que je m'habitue à mes nouveaux petits boutons là. En tout cas, si vous avez suivi un épisode précédent où les caméras partaient en vrille, j'espère que ça ne sera pas le cas cette fois-là. Et ce que je vous propose, c'est, j'ai bossé un petit peu et je vais dérouler, pour contextualiser un petit peu, une petite bio de Nicolas, ici présent, qui va pouvoir fact-checker tout ce que je dis. Et après, on pourra se lancer dans des questions à tout va. Voilà. Est-ce que ça À tout moment, tu peux le corriger. Oui, Exactement. Mais je vois un petit peu là déjà. Tu vois, ouais, t'as des bribes. Ça m'a l'air carré. On a le même retour. Bien renseigné. La page Wikipédia est bien À jour. à jour. Donc Nicolas Munoz, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc, est né à Marseille, d'une famille de restaurateurs. C'est bien vrai. ça. Et donc, tu as fait des études de droit, donc c'est peut-être un truc qu'on pourra aborder plus tard. Et du coup, en fait, tu t'es arrêté en master et t'as arrêté. T'as pas fait de droit et t'es passé au bar. Et t'as fait tes débuts, alors non pas dans des bars à cocktails, mais il me semble au Frog à Marseille. Alors, pas à Marseille, ici à Paris. Ici à Paris, En fait, ok. je suis venu ici pour faire mon master. Ok, Donc j'étais déjà à Paris. Et oui, j'ai fait mes débuts au Frog. au Frog. Ok, très bien. Celui qui est en face, là? Non, Non. pas celui qui est en face. Celui qui est en face a ouvert. Après, il est plus récent. C'était celui de Bercy. Très bien, très bien. Pour ceux qui ne sauraient pas, Très bonne école. on est à Grand Boulevard ici. Très bonne école. Mais il y avait pas de cocktail pour le coup. Si, il y avait, Il y a un peu de il y avait des cocktail. mojitos et des Sex on the Beach qui ne Des- respectaient pas Des la recette. B52 Des mais des B52, absolument. à foison. Des shots. J'ai appris là-bas à faire des B52, tu sais, où tu mets la petite cuillère Les pour que, kamikazes, la pour que le cervelle point de de faux singe. flotte sur le Belize. Et j'étais très fier de réussir à faire ça. Bravo. En tout cas, donc tu es monté à Paris. Ce que j'ai lu, c'est que tu étais essentiellement autodidacte, sinon, et que tu t'es notamment cultivé avec les livres. Oui. Alors j'ai vu une citation, comme tu avais lu un De Groff notamment. Ouais, De Groff. The Craft of the Cocktail. Et Dieu merci, j'ai réussi à l'époque quand même à faire le distinguo entre ce qui était totalement désuet dans ce qu'il racontait et dans certaines recettes. Je pense à sa version du Old Fashion qui implique d'écraser une cerise, d'écraser un quartier d'orange, de le shaker et de le servir. Ça, on l'a jamais fait quand même. Mais oui, c'est un bouquin qui m'a mis dedans en fait, et notamment au niveau des connaissances de spiritueux et de la base des cocktails. C'est un truc dans lequel tu as mis le nez en parallèle de tes études ou vraiment à partir du moment où tu as eu cette expérience au Frog? Non, pas du tout en parler de mes études. C'était quand je bossais au Frog et c'était au moment où j'ai commencé à me dire ok, j'ai envie d'ouvrir un établissement. Parce que c'est quand même pas un bouquin qui est anodin pour ceux qui sont peut-être néophytes. On n'est pas en train de parler d'un bouquin en plus en version française. Il existe qu'en version il Anglaise, existe pas en ouais. français, il Ouais, existe je qu'en crois version originale en anglais. Et c'est typiquement pas une lecture qui tombe sur les premiers rayons de la Fnac. Il faut quand même le chercher, celui-ci. C'est vrai qu'on Tu l'as découvert en quelle année d'ailleurs? c'était en 2011, 2012. D'accord. Parce que moi, je sais que j'ai découvert tout ça via le film Hey Bartenders. Je sais pas si tu l'as vu, Non. mais ça doit dater de 2014. Ok. Et je pense que j'avais jamais entendu parler de Dale de Groff avant ça. Voilà. Ok. Non, moi, Donc, on m'a offert ce livre, à vrai dire. Et c'est le livre qui m'a... Bon, j'étais déjà intéressé par les cocktails, mais c'est le livre qui m'a mis le doigt dedans et qui m'a permis d'approfondir... En fait, qui m'a donné la première salve d'informations et qui m'a fait creuser ensuite. Ok. Et du coup, quand tu as lu la recette de Old Fashion de Dale de Groff, tu t'es dit finalement le B52, c'est pas si chiant que ça à faire. C'est ça, et c'est surtout bon, le B52 à côté de ça. Bon, en tout cas, t'aurais pu tomber sur pire. Je sais pas si tu vois cette vidéo mythique d'une nana qui fait un old fashion. Je crois que c'est Charlotte Voiset, d'ailleurs. Non. C'est pas Charlotte Non, Voiset, non. cette vidéo? T'es Non. sûr? Ah ouais, je suis sûr. Mais on va fact-checker ça après. Parce qu'il En me semble voilà. que- Il me semble Mais que je crois qu'il y a Ponche Drink qui est allé checker, qui était devenue la meuf Ouais. de cette fameuse vidéo de Old Fashion où elle écrase tout, Donc j'ai fait un mélange quartier dans mon d'orange et cerveau. tout. Ok. Mais on va vous la partager en lien directement en bas dans les commentaires. Vidéo mythique Mais pour ne pas celle-ci, elle apprendre à faire a Old buzzé, Fashion. elle a buzzé une fois qu'on avait ouvert, il me semble, Ouais. et c'était très marrant à voir.
Si, c'est Charlotte Voisé, je pense. Ah, putain, On va regarder. quel comeback, du coup, On va regarder. si c'était elle. En tout cas, tu fais ça. Je sais pas si tu as fait d'autres bars, mais en gros, très rapidement, tu as eu l'idée de monter ton propre bar. Oui. Et ça nous amène en 2014 où tu ouvres Bespoke à Paris. Oui. Voilà, donc un bar qui sera ouvert entre 2014 et 2017, si je ne m'abuse. Oui. Et qui ferme. Et on ferme en 2017, mais avant de fermer, je tiens à dire que, Dieu merci, j'étais pas, en fait, dans l'industrie du cocktail, parce que je pense que j'aurais jamais ouvert en 2014. D'accord. Parce que je pense que j'avais aucune idée qu'il y avait une industrie du cocktail, qu'il y avait un milieu des bartenders, etc. J'avais évidemment une idée qu'il y avait des bars à cocktails hyper intéressants à Paris. Mais si j'avais su que c'était un si petit monde, je pense que j'aurais réalisé déjà que j'étais pas prêt. Ok. Et j'aurais réalisé aussi que j'avais besoin d'apprendre beaucoup de choses. Et en fait, quand on a ouvert, on n'a pas ouvert en tant que bar à cocktail, on a ouvert en tant que restaurant et bar à cocktail. D'accord. Et je me souviens d'avoir ouvert en mode, j'ai envie qu'on fasse bien à manger, j'ai envie qu'on fasse bien à boire. Nos clients décideront de ce qu'on devient vraiment ensuite. D'accord. Et en fait, le fait d'avoir 25 ans, le fait de bosser dans un pub, le fait de voir Paris comme un truc génial où à partir du moment où tu es dans le bon quartier et que tu fais les choses bien, ça va fonctionner, a fait que j'ai ouvert en 2014. Je l'aurais très honnêtement jamais fait si j'avais fait mes armes de manière traditionnelle dans un bar à cocktail pour apprendre, parce que j'aurais réalisé que j'avais encore des tonnes de choses à apprendre. Mais c'est marrant parce qu'en plus de ça, moi j'ai connu Bespoke, quand j'ai entendu parler de toi pour la première fois, pour moi c'était un restaurant. Ouais. Et en particulier de boulettes. Tout le monde parlait des femmes. Les échos que j'ai. Tu confonds un café moderne. Hein. Non, mais on avait il y avait des petites assiettes comme c'était la on remet l'église au milieu du village. et on avait des boulettes parmi une dizaine de petites assiettes. Il y avait plein de choses. Il y avait des boulettes Et qui faisaient beaucoup de bruit aussi. Et comme c'était en plus à cette époque-là, toutes ces petites assiettes, c'était aussi les prémices. Faut pas oublier qu'il y a 15 ans en arrière, t'en ai pas parlé, il y a 12 ans à peu près, ça a commencé à se réveiller un peu, toutes ces petites assiettes, ces petits dips, etc. Donc ça faisait partie des assiettes, des endroits où tu pouvais boire et manger. C'était pas un restaurant, c'était pas un bar, c'était les deux à la fois. Exactement. Mais globalement, en préparant le truc, j'ai fait putain, même ça paraît pas si lointain. En fait, rétrospectivement, tu te dis mais personne faisait ça à l'époque ou très peu quoi. Quoi? Ce genre de proposition, mais surtout là, je vais venir à Bisou derrière, parce que je pense qu'on s'est vu à Distillerie de Paris, je pense, avant que tu ouvres Bisou, Ouais. et où tu avais parlé du concept de tout recycler, de zéro waste et tout. Et je pense que c'est la première fois que j'entendais ça à l'époque. Ok. Je sais pas, toi qui as un historique dans le bar incroyable, tu le faisais déjà. En tant que diplodocus. Non, c'était surtout une vraie promesse. C'était quelque chose dont on n'entendait pas parler. C'était vraiment en France, il n'y avait pas d'établissement en tout cas qui se targuait ou qui se vantait de ça. Il y en avait un petit peu en Angleterre, un petit peu en Allemagne, parce qu'ils étaient très pionniers là-dessus. Mais c'était vraiment bien avant. Comment ça s'appelait ce regroupement de barman Trash Ah oui. Tiki Trash Tiki, ça Trash fait ça. Tiki, ouais, exactement. Trash Tiki, c'était C'était un peu après récent, ça. je crois que c'était 2017 ou Ouais, quelque chose comme ça. C'était dans Aux alentours 2016-2017. Donc c'était plutôt C'était à pionnier. l'époque de Mr. Lion. Exactement. Oui, en fait, c'est White Lion, White Lion, ouais. Voilà. le premier bar de Ryan et chez Tibor Dama, je suis plus sûr. qui était à Londres, et je me rappelle, c'était le premier daiquiri transparent Exactement. qu'on a bu. La garniture était une sorte de petite pierre d'ailleurs qui Là, je me souviens pas de la garniche. apportait je ne sais plus quoi. Mais oui, mais il faut si on en vient à 2017, il faut capter et il faut voir de manière positive à quel point le monde a évolué dans le bon sens. Ouais. C'est que déjà en 2017, arrêter les pailles en plastique, c'était une avancée. Alors qu'aujourd'hui, ça nous paraît complètement fou de se dire ça, mais sauf aux États-Unis. oui, non, mais... oui, mais là on est sur les arriérés. En tout cas, oui. Donc 2017, fermeture de Bespoke. Ce que j'ai lu, c'est que un problème de bail pas renouvelé. Ouais, en fait, Qui fait que sinon, tu aurais continué Bespoke finalement. Oui, et on a beaucoup de chance en France. En fait, dans mon histoire, il y a l'ouverture en 2014 me fait réaliser la chance qu'on a de vivre en France.
Parce que si tu es au chômage, tu peux toucher le chômage en créant ton entreprise. Et ça, quand tu prends un peu de recul, tu dis c'est quand même magnifique de ne pas avoir la pression de devoir te rémunérer tout de suite. Donc c'était la première grosse claque de chance d'être dans un pays tel que le nôtre. Et en 2017, quand on se fait évincer, je me dis à nouveau qu'on a de la chance dans ce pays, parce qu'en tant que locataire, on est le petit. Ouais. Et quand un bailleur refuse de renouveler le bail une fois qu'il se termine, en fait, il peut pas ne pas le faire. Il peut pas juste ne pas renouveler ton bail et te demander de partir. Il te donne une indemnité d'éviction. Et donc, c'est comme si tu avais vendu ton affaire en mieux, parce que tu gardes ton matos, tu gardes ta licence, etc., etc. Donc, ça a été un mal pour un bien. Ça a été un mal émotionnel, parce que ça fait mal. Tu vois, tu viens de te lancer, ça fonctionne. Et puis c'était pas long, 3 ans. 3 ans, c'est hyper court. 3 ans, c'est très court. Avec le recul, ça m'a paru long, parce qu'en fait, il se passe tellement de choses émotionnellement, et puis c'est ta vie. Je passais 100 heures par semaine sur place, et c'était ma vie. Donc ça m'a fait mal émotionnellement, ça a été difficile à accepter, mais on y reviendra. Mais financièrement, c'était génial. Parce qu'en fait, tu culbutes en 3 ans, et ça te permet de rebondir, mais on en reviendra quand on parlera de 2019. Exactement. Donc, c'est là sans doute qu'on se croise à Display de Paris où tu parles de ce concept. Ouais. Donc, tu ouvres Bisous, donc toujours à Paris, cette fois dans le 3e. Ouais. Donc, concept différent dans le sens où il n'y a pas de menu. Ouais. Ce qui, là, pareil, me semble en France assez... très novateur. Très novateur. Mais en fait, on décide de faire ça. En fait, on a le local dans un premier temps. On nous le propose en juin. On ne bouge pas avant la rentrée. T'avais pas les deux en parallèle, là. Si, t'avais les deux en parallèle pendant un petit moment. Là, je te parle de 2016. On nous le propose en juin 2016. On ne se bouge pas avant la rentrée. Le local est tout petit, mais le loyer est pas cher. Il y a un appartement dans le bail. On se dit, vas-y, on y va. Et puis il y a une terrasse. C'est ce qui nous manquait à Bespoke aussi, le fait de ne pas avoir de terrasse, parce qu'on était sur une affaire tout petit trottoir, ultra saisonnière. Donc là, on sait qu'on va avoir un droit de terrasse. On se dit, vas-y, on le prend, let's go. On n'a ni le nom, ni le concept. On ne sait pas ce qu'on va en faire, mais on se dit, on prend ce local. Ok. Et pourquoi et à la base, l'idée du pas de carte, il n'est pas déjà là. En fait, je me rappelle, je bossais avec Nico Goradeski à l'époque, qui était à Bespoke, et il devait partir avec moi pour ouvrir ce projet. Et on s'était posé pour savoir quel type de menu on fait. C'était la mode où il y avait des petits dessins, ou alors des petits... Au début, des petits pictos, les petits encarts, soit les plaquettes. pictos, soit les petits rectangles où on parle de saveur, etc. etc. Et nous, ce qu'on aimait beaucoup à Bespoke à l'époque, c'était le service qu'on apportait. Donc, la relation client, c'est quelque chose qui nous faisait vraiment, vraiment kiffer dans notre taf. Et on s'est dit, mais le lieu est tout petit. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas un sans menu ? Ça nous permet d'avoir une relation client spéciale tout de suite. Ça permet au client de se sentir spécial. Et ça nous permet de sortir du cadre. Et on peut le faire parce que c'est tout petit. On aurait un bar de 100 mètres carrés, on ne pourrait pas le faire. Donc on est parti là-dessus. Et puis on se dit c'est génial, t'as pas de carte, ça veut dire que quand tes fournisseurs ils ont des deals sur tel produit en ce moment, vas-y on part sur ce produit, tu vois, t'es pas bloqué, etc. Bon, ça a pas fait plaisir à beaucoup de marques parce qu'on connaît que leur plaisir et leur attrait à voir le nom de la marque mentionné sur un menu. Ouais. Là on n'a pas de menu. Nous vous conseillons vivement de retourner voir un des premiers épisodes qu'on a fait à ce sujet. Voilà. Sur le niveau de branding des menus. Est-ce que ça a de l'impact ou pas ? En tout cas, ça a de l'impact financier parce ils te suivent moins. Ils te suivent moins, mais après, on te demande moins aussi. Ouais. Parce qu'on est conscient que on a décidé d'axer notre business sur ça. Le fait d'avoir fait ce choix fait qu'on cartonne. Bon, pas à l'époque, mais fait qu'aujourd'hui on cartonne. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et on l'accepte. Les contreparties sont différentes. On l'accepte volontiers. Et oui, on a je suis en train de lire tes petits points. Si tu veux, je te laisse y aller. Donc, j'allais parler de... Donc, il n'y avait pas de carte et il y avait une grosse orientation, du coup, on l'évoquait juste avant sur le zero waste, donc éco-responsable. Donc, et en fait, oui, quand on y pense en 2017. On décide à ce moment-là, donc, évidemment, de sortir les pailles. Mais ça, c'était un choix facile. On décide aussi de ne bosser qu'avec des fruits et légumes de français, donc de saison. Et on essaie au maximum d'adopter une politique de zéro déchet, c'est-à-dire que tous les déchets qui sont produits par nos préparations maison, d'en faire des garnitures et autres. Ouais.
Donc très novateur aussi. Je pense que à peu près à la même époque, il y a peut-être Symbiose à Bordeaux qui avait des logiques un peu similaires. Mais ça me semble très, très pionnier pour le coup. Ça nous amène 2017 toujours. Tu participes au Bacardi Legacy et tu gagnes la finale française. Ouais, alors ça, c'est avant l'ouverture de Bisou. C'est avant, ok. Enfin, la finale France. Non, la finale monde à laquelle je participe, après avoir gagné la finale France, Oui. se déroule 3 jours avant l'ouverture de Bisou. D'accord. Voilà. Donc t'étais prêt, quoi. C'était idéal. En termes de timing, on était bien. Mais oui, donc je participe à cette compétition. Non, j'avais rencontré Christophe avant. En fait, pourquoi est-ce qu'on a fait la Legacy cette année? Je dis on parce que je parle d'autres personnes à venir. Je ne parle pas de moi en on. C'est parce qu'on est invité par la maison, enfin par Bacardi donc, l'année qui précède à Tales of the Cocktail. Ok. On fait New York et Nouvelle-Orléans, et avec Sullivan Do et Rémi Savage. Et on se dit, à ce moment-là, vas-y, on partit pour remercier, entre guillemets. Ah oui. On s'inscrit, on fait la Legacy l'année prochaine. Enfin, cette année. D'accord. C'était chiche. Voilà, exactement. Chiche, on fait la Legacy. Et on était à New York. Voilà, on n'était même pas encore à la Nola, on était à New York. On était à New York. Parce qu'on avait fait. Parce que aller aux États-Unis, autant faire une autre ville. Et pas uniquement. Parce que je crois que l'année d'après, on a fait Miami et Nouvelle-Orléans. Après, Christophe est parti, donc je ne suis plus jamais reparti avec Bacardi. J'ai des vagues souvenirs qu'on a dû s'y croiser. C'est je ne sais plus si j'ai fait 2015-2017 ou quelque chose comme ça. Mais... Du coup, on décide avec Sullivan et Rémi de s'inscrire. Rémi, très occupé à ce moment-là, peut pas le faire, mais avec Sullivan, on s'inscrit. Et du coup, on avance. Et j'ai pas eu de chance cette année-là. Parce que tu sais, les finales monde, elles sont souvent... L'année d'avant, c'était à San Francisco. L'année d'après, c'était à Mexico City. Ben, moi, c'était à Berlin. Ah merde. Voilà. Donc c'était pas mal en vue d'une ouverture le 3 jours après d'un nouvel établissement, c'était bien. Moins de jet lag. Mais en termes de compétition, c'est charmé, tu voyages, tu kiffes. C'est pas top. Mais bon. Berlin, c'est moins exotique. Ouais, mais après, j'ai eu l'honneur et la chance d'être invité en tant que spectateur l'année d'après à Mexico. Donc à partir de Mexico, autant de pas participer et kiffer, quoi. Non, et puis il faut dire que tu étais aussi bien engagé aussi avec la maison, etc. Enfin, tu faisais du business, etc. C'était normal. Donc Bisou ouvre. Bisou est toujours ouvert. Bisou est toujours après, ouvert, malgré les péripéties qu'on connaît tous en 2020. En parallèle, vers mai 2019, j'ai noté, tu ouvres un deuxième bar, donc Bisou fonctionne, et tu décides d'ouvrir Divine. Ouais, donc rue d'Hauteville, Paris 10e, pas loin d'ici d'ailleurs. Encore un super timing, parce que 8 mois avant le Covid, du coup. C'est vrai. En fait, si vous voulez ouvrir un établissement, du coup, je fais une aparté, et vous avez un doute sur la période, appelez Nicolas, on va vous laisser directement sa ligne, et vous lui dites, j'aimerais bien ouvrir un bar là. Si vous dites, ouais, vas-y, partez du principe que pour info, il y a moyen qu'il y ait un truc pas ouf. Il y a un truc qui va se passer dans les mois qui arrivent. Et en fait, l'ouverture de Divine, et le projet Divine, c'est mon deuil de Bespoke. D'accord. C'est-à-dire que on avait ouvert Bisou avant la fermeture, on se fait évincer, on a un peu de cash, et donc moi, je passe 2018 à chercher un local. Okay. Et je cherche un local, pas pour... Enfin, si pour ouvrir un bar, mais parce que j'ai pas fait le deuil de la fermeture précoce de Bespoke, et donc je souhaite retrouver un peu de ce qu'on avait là-bas sur une nouvelle affaire. Ok. Et donc on ouvre Divine en 2019, on reprend quelques marqueurs sur des cocktails relativement accessibles, sur de la bar food et sur un brunch. Et comme tu l'as évoqué, donc 2020, Covid, ce qui fait que notamment, donc, alors moi qui avait lancé déjà Distill News à ce moment-là, après le deuxième confinement, je pense que tu étais de ceux que j'observais parmi les plus actifs, et notamment sur le fait, je me souviens que j'avais observé, donc tu avais converti Bisou en café de jour, vu qu'il n'y avait pas la possibilité de vendre de l'alcool notamment. J'ai lu que tu proposais des cocktails à emporter, des trucs au CBD pour
Ça, c'était à Bisou. C'était à Bisou. En fait, à Bisou, on a ouvert en café, parce qu'en fait, c'est pas qu'on pouvait pas vendre de l'alcool, c'est qu'on pouvait pas ouvrir le soir, il me semble. Oui, il y avait les couvre-feux. Ouais. Et depuis qu'on avait ce local, en fait, il y a le soleil sur la terrasse le matin, donc on s'était dit, en fait, ce local, il se prête plus à un coffee shop qu'à un bar à cocktail, au fond. Mais du coup, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Je me dis, viens, on essaye de. Bon, ça a pas vraiment fonctionné, parce que je pense que tu as besoin d'être identifié comme étant spécialiste de quelque chose. Et donc à Bisou, on a fait Bisou Café, et à Divine, je faisais des cocktails à emporter en bouteille, enfin à emporter, en livraison surtout. Et donc ça me permettait déjà de sortir et de me balader dans tout Paris en proposant nos cocktails. Ouais. Voilà, donc déjà on voit aussi une autre capacité de rebond à ce moment-là qui était plutôt cool. J'ai noté ensuite, visiblement, vu que tout ça ne t'occupait pas assez, tu t'es lancé aussi dans l'événementiel. Ouais, alors j'ai noté peut-être 2023, mais je suis pas sûr des dates. En fait, l'événementiel, on a commencé tôt. C'était tôt. Mais pas avec une structure dédiée. D'accord. En fait, l'événementiel est venu à nous de manière organique. On avait été contacté par une maison qui faisait des événements pour des marques de luxe, et ça a commencé, on faisait des trucs chez Dior notamment. Et moi, j'ai été élevé d'une certaine manière où en fait, tu refuses pas du travail. Ouais. Donc, on faisait évidemment ces events, et en 2020, ouais, je sais, j'ai même plus la date, mais il me semble que c'est 2023, on crée Bienvenue pour avoir une entité spécifique dédiée à l'événementiel. Ok. Mais dès 2018, on faisait des événements, ouais. Ok. Ouais, parce que je suis allé sur le compte Insta, j'ai remonté le feed et j'ai vu que ça datait à peu près de 2023. Ouais. Ben, c'est ça, tu as raison. Donc Divine, ensuite, donc on arrive à 2024, mai 2024, tu revends Divine. Oui. Donc Divine que tu auras eu durant 5 ans. Ouais. Et de là, tu entames donc après, peut-être on en reparlera de comment tu gères la vente, comment tu fais la transition, tout ça. Et tu te lances dans le projet d'ouvrir un deuxième Bisou. Ouais. Ça faisait un moment qu'on cherchait un local. Pour ouvrir un Bisou 2 ou pour ouvrir une autre affaire? Pour ouvrir un Bisou 2. En fait, j'avais ça dans un coin de ma tête, l'ouverture de notre deuxième Bisou, parce que ça cartonne et que les gens adorent et que ça pouvait être intéressant de dupliquer. Mais j'avais aussi... En fait, j'étais pas fixé sur le sujet. Donc, je visite des locaux. Un jour, je sors d'une visite et je parle avec Caroline, avec qui je bossais à l'époque, et Marion, qui est ma femme, parce que je les ai ramenés je leur ai demandé de me rejoindre pour une contre-visite d'un local. Et elle me disait, Nico, super avec tes idées, là, c'est bon, calme-toi. Pourquoi tu fais pas un deuxième Bisou? Ce serait génial. Et là, je me dis, ok, mais si on fait un deuxième Bisou, on travaille sans menu, il faut qu'on processe beaucoup plus et qu'on ait que tout soit carré en termes de process, de formation d'équipe, etc., pour que je me sente prêt à le dupliquer. Parce que c'est pas juste une affaire, c'est... Tu dupliques une marge, tu dupliques un concept de travail, exactement, de formation. Et donc, il faut que tout soit absolument carré. Donc, on a passé ces 2 dernières années à processer à fond. Tu t'es servi, en fait, finalement, du coup, de cette idée pour d'abord processer et cadrer ton truc sur Bisou 1. Exactement. En fait, ce que j'avais répondu à Caroline et Marion à l'époque, c'était j'ai pas encore suffisamment confiance en la solidité du concept au niveau de l'interne pour qu'on puisse sereinement on ouvre un deuxième, voire peut-être un donc troisième. Donc maintenant, on va tout rendre carré, on va tout processer, parce que quand tu bosses sans menu, tu peux être le meilleur bar comme le pire bar du monde en fonction des cocktails qui sortent. Ouais. Et quand on a ouvert Bisou, c'était en mode vas-y, on est bon, on sait travailler. En salle, tu m'écris 3 mots et je vais te faire un truc chambé. Quand tu commences à faire 3 fois le chiffre d'affaires que tu avais prévu de faire en année 3, tu n'es plus trop capable de faire ça. Donc, on a tout structuré. Oui, aujourd'hui, du coup, c'est génial parce que c'est génial en termes d'onboarding, c'est génial en termes de confiance, c'est génial pour nos équipes parce que tu rentres et tout est carré, tout est structuré. Et donc, on a pu enfin ouvrir
Bisous. Et combien de temps il t'a fallu entre le moment où tu t'es dit, OK, c'est ce concept-là, c'est mon concept, ça fonctionne, c'est quelque chose qui marche. Donc, comment je vais le dupliquer concrètement en termes de timing, puisque tu as des hauts et des bas, des moments donnés où tu travailles plus ou moins sur le projet. Il t'a fallu combien de temps avant d'être toi, justement, serein en te disant, c'est bon, je peux faire un copier-coller de mon concept? Grosso modo, c'est 3 mois d'activité, c'est 6 mois, c'est 1 an. Entre 9 et 12 mois. Ouais, donc c'est conséquent quand même. Ouais. Histoire de tout bien cadrer au minute près. Alors, tu vas peut-être pas rentrer en détail, parce que je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont aussi très particulières. Et puis, le podcast peut durer des heures. Oui. Mais on a eu l'occasion d'en parler un petit peu sur ce concept-là. Je pense que tu es allé. Je pense que dans ce concept-là, tu es typiquement allé dans des réflexions que la plupart d'entre nous, on ne s'est pas forcément posé, mais tu as surtout pris un truc et un constat de base qu'on appelle le cocktail sur mesure, hein, qu'on fait à la minute parce que le client il a déjà torché 15 000 fois la carte ou qu'on a envie de faire plaisir tout simplement en fait, à notre consommateur. Et toi, Nico, tu as été beaucoup plus loin parce que tu es allé penser du coup en fait en back-office, donc vraiment dans ton système informatique, dans tes ratios, dans tes achats, parce que ça impacte tout du coup, pour pouvoir bien standardiser ça. Tout le concept qu'il y a derrière ces fameux cocktails finalement sur mesure. C'est ça, et c'est surtout très intéressant de se dire qu'on va standardiser quelque chose, mais que cette standardisation doit avoir une limite, et une limite qui soit là tôt, pour ne pas perdre l'intérêt du sur-mesure. Oui. Parce que si tu standardises trop, en fait, c'est une carte cachée. Oui, c'est ça. Et ça n'a plus d'intérêt. Ouais. Donc nous, on veut garder l'aspect tes clients, ce que tu vas nous dire, pur. et ce que tu vas nous dire comme info sur ce que tu as envie de boire va être transcrit dans le verre, mais dans un certain cadre. En fait. Quand tu as une carte de cocktail, ton cocktail il est cadré à la taille du cocktail. D'accord ? Nous, on va cadrer dans des familles. Donc, par une typologie de cocktail, tu vas avoir 5, 6, 8, 10 propositions, par exemple. Tu peux en avoir plein parce que... À l'infini. Tant que ça correspond au profil aromatique. Si tu prends une structure de daiquiri, par exemple, et que tu pars du principe que tu peux mettre n'importe quel alcool dedans, compte les bouteilles que tu as là et c'est le nombre de daiquiris différents que tu peux faire. Mais évidemment, ça va plus loin que ça. Évidemment, c'est plus compliqué. Mais et puis, il y a le moment de la prise de commande et de ce que reçoit comme bon le gars à la finalité derrière le bar. Alors, parce que... autant, quand on a ouvert Bisous, c'était la personne en salle noter ce que disait le client et le bartender se débrouiller. Autant maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est la personne en salle qui crée le cocktail. Oui, voilà, parce qu'avant, c'était le petit banc en papier, je me souviens, et puis c'était un long ou un short, et puis c'était fruité, épicé, acidulé, 3 indications, alcool de base, et puis après, le barman devait se débrouiller pour faire un truc. Mais forcément, t'as moins de standards, t'as moins de contrôle sur tes coûts, moins de contrôle sur ta marge. Si t'as le meilleur bartender du monde en faisant comme ça, tu vas être un bar génialissime. Si t'as le pire bartender, ou du moins le bartender que t'as le moins formé. Je pense qu'on pourra y revenir sur le côté staffing et tout. Et une dernière question sur le côté technique de la recette, parce que du coup, c'est une question récurrente, c'est que très souvent, tu vas dans un bar, t'as souvent la question du client qui dit « Oh, la dernière fois, j'ai bu un truc, c'était top. » Et là... là, j'avoue. Là, comment on fait ? Alors, ça pousse à la découverte d'autres choses dans le même segment, du coup. Alors, soit ça pousse à la découverte d'autres choses, soit quand le client... En fait, nous, quand le client est servi, on vient toujours expliquer ce qu'on a fait. Donc, s'il a enregistré ces informations, on va pouvoir, plus ou moins, si on arrive à identifier la famille de cocktails qu'on lui a produit, savoir ce qu'il a bu. Ce qui est bien, c'est qu'à la finalité, non seulement ça, comme tu l'as très bien dit, c'était l'idée de ton concept, c'est conserver cette interaction et ce niveau d'hospitalité qui est hyper importante en fait dans ce boulot-là, plus pousser le client en fait à la découverte qui a tendance finalement à devenir peut-être trop autarcique, tu vois, trop habitué à certains goûts et à toujours je vais prendre la même chose que d'habitude, tu vois. Ça les pousse dans pas un inconfort, mais au contraire ne pas rester, de se reposer sur leur laurier finalement en termes de goût et d'aller chercher autre chose. Non, et puis là, nous, ce qu'on reçoit comme feedback des clients qui reviennent plusieurs fois et qui est génial, c'est marrant, je dis à chaque fois la même chose et je n'ai jamais eu le même cocktail 2 fois. Donc ils le prennent de manière très positive. Donc ça, c'est bravo. Top, mais à la limite, continuons sur ce sujet. Parce que moi, quand on me dit sur mesure, cocktail sur mesure, en fait, j'ai peut-être une déformation à avoir trop fréquenté Ataboy, par exemple, où en fait, je m'attends à ce qu'en face de moi, j'ai une espèce d'encyclopédie du cocktail classique. Et en fait, je lui dis, ah tiens, je sais pas... j'aime bien le Negroni, mais j'aime bien aussi le rhum, et j'aime bien machin. Et du coup, il connaît une recette dans son catalogue de classiques qui est du style Negroni, mais avec du rhum machin, et il me sert ça.
Et voilà. Et en fait, derrière où le bartender's choice, je sais pas, peut-être on en parlera avec Thierry du Calbar quand on le recevra plus tard. Spoiler alerte. Quand je m'attends sur le bartender's choice, par exemple, c'est ce côté, en fait, tu lui dis avec tes mots à toi ce que t'aimerais boire, et lui, il trouve une correspondance dans les classiques, et il te sort un classique. Voilà, je sais pas. Nous, la différence avec... Mais là de ce que j'entends, il y a un côté vraiment plus créatif, j'ai le sentiment, dans ce que tu proposes à ton client. Ce qui fait que... C'est ce qui nous différencie d'un bar comme Ataboy, bar génial par ailleurs, c'est que ils ont fait le choix de faire des cocktails classiques, et ils ont raison. Et nous, on a fait le choix de faire de la création. Donc, évidemment, c'est pas le client qui choisit le cocktail qu'il va boire. Hein. Mais nous, on essaie de sortir du... Après, si un cocktail classique fonctionne avec ce que nous décrit le client, on n'a aucun problème avec le fait de le dégainer. Mais on essaye d'être dans de la création à chaque fois. Et ça passe aussi par la saisonnalité des produits qu'on travaille, et qui nous permettent aussi d'avoir une belle diversité. Mais oui, on essaie de faire de la créa minute et non pas des classiques. Ok. Parce que je me dis, c'est quand même une sacrée prise de risque. Est-ce que tu as le cas où des clients sont pas satisfaits Bien sûr. Ouais. Évidemment, on le change. Tu le changes, ok. Ah oui, non, mais en fait, c'est très important pour nous. Il y a deux choses qu'on fait. C'est que, premièrement, on n'explique pas aux clients ce qu'ils boivent avant qu'ils le boivent, parce que si par hasard, on a mis un ingrédient qu'ils n'aiment pas, ou qu'ils pensent ne pas aimer, sans qu'ils nous les verbalisent, si on leur dit en amont, ils vont partir du principe qu'ils vont pas aimer. Donc on explique ce qu'on a fait après quelques gorgées. D'accord. Et évidemment, on vient chercher le feedback de nos clients. Et s'ils le verbalisent, évidemment, on change. Et parfois même, les clients ne verbalisent pas forcément, mais tu sens qu'il y a un petit frein. C'est nous qui insistons pour dire, vraiment, on préfère te changer de cocktail et le refaire, plutôt que tu sois pas satisfait à 100%. Donc on change évidemment... Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir aussi avec des requêtes tournées dans le sens par contre, j'aime pas du tout le gin, ou la tequila, ça me donne mal à la tête, et toi, tu glisses l'ingrédient pour essayer de les convaincre. Alors, oui, ça nous arrive de le faire. Alors, il faut faire attention que le client ne perçoive pas ça comme il me prend pour un con. Je lui dis que je n'ai pas un truc qui me le fait. Mais on va essayer d'en mettre un petit peu. Je suis allergique aux noix. On fait évidemment attention aux allergies. C'est une question qu'on me pose. Mais évidemment que on a un rôle de prescripteur. Et donc, si on pense qu'on peut faire aimer quelque chose à quelqu'un en le travaillant d'une certaine manière, c'est un risque qu'on accepte de prendre. Oui. Ok. Très intéressant. Bon, tu vois, je découvre quelque chose. Parce que je t'avoue que je ne suis jamais venu chez Bisou. C'est pas grave, t'as de la chance. J'ai fait Divine. Une première fois. Voilà. Mais j'étais là quand tu étais venu à Divine, il me semble. Ah oui ? Il me semble bien. Peut-être. Voilà. Tu te souviens pas de moi. Je t'avoue. Mais il se souvient être venu. Ça, c'est pas mal. Exactement. Ou alors, c'est pas bien. Peut-être. Ouais, il s'en souvenait plus. Oui, il est allé à Divine, il a fait. Ah ouais, moi ça me donne pas envie d'aller à Bisou. Ouais. Du coup, il y a pas été. C'est exactement ce qui s'est passé. Non, mais en plus, moi je suis très curieux sur tout ce qui est prêt à boire, mais on pourra en reparler. Ouais. Est-ce qu'on n'attaquerait pas les thèmes un peu, peut-être de manière plus structurée encore ? Tu crois qu'on pourrait y arriver ? De toute façon, on dérive, mais sachez-le, j'ai bossé, j'ai essayé de regrouper les questions pour qu'on ait une bonne trame, quoi. Mais si tu trouves qu'on digresse trop, tu nous le dis. Non, mais c'est passionnant, et puis il y a des gens qui apprécient ça dans le podcast. Ok. C'est que justement, on digresse et que ça n'a ni queue ni tête, mais que c'est des gens normaux qui discutent. Voilà. C'est un peu ça. Donc une des thématiques qu'on avait mis et qui je pense intéressera beaucoup de gens qui nous suivent, c'est tout ce qui est lié à l'ouverture d'un bar, parce que donc je pense on a compris ce qui est étonnant dans ton parcours, c'est que toi tu l'as fait très tôt. Tu as dit tout à l'heure que peut-être tu l'aurais pas fait, tu le referais pas comme tu l'as fait. Je suis content de l'avoir fait comme ça. Tu l'as fait, ok. Mais si tu avais eu le cursus classique, t'aurais pas pris ce risque. Je suis content d'avoir été un peu complètement con et fou et jeune. Et d'avoir été un peu... T'avais quel âge du coup ? 25. 25 piges, ouais.
Et puis c'était pas une petite structure. Non, et puis attends, et puis j'avais de la chance aussi, parce que ce qui bloque aussi au niveau de l'âge, c'est pas le courage, c'est souvent l'argent. Ouais. La fameuse moulin. Et moi, j'ai beaucoup de chance que mes parents, qui étaient Dans restaurateurs, la restauration, oui. m'ont fait confiance sur le fait de me prêter l'argent qui m'a permis de démarrer. Avec un crédit bancaire derrière, mais l'apport, c'est grâce à eux. Mais ça doit être un énorme stress aussi, parce que tu te dis, je dois de l'argent à la banque, mais même si c'est tes parents, t'as pas envie de te planter quand même, parce que surtout quand ça a été leur métier. En fait, pour moi, c'était pas... C'est une double pression. Il y a encore là l'Instagram. Pour moi, c'était pas... en fait, c'était pas possible que ça ne fonctionne Tu savais pas. que ça allait marcher. En fait, c'est pas une assurance folle, c'est juste que je savais que en mettant la bonne énergie et en étant pas trop teubé et en ayant un peu de goût, je savais qu'on allait mettre l'énergie qui suffisante pour que ça fonctionne. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est qu'on est en France et on y revient encore, et dans notre métier, il y a la notion de fonds de commerce qui fait que tu t'endettes pas mal pour ouvrir un établissement, mais ton établissement a toujours une certaine forme de valeur. Bien sûr. Oui, ça se dévalorise pas juste la parce notion que... de fonds de commerce. Donc tu peux tout perdre, évidemment, mais t'as quand même plus de chances de ne pas tout perdre. Voilà. Donc c'est relativement safe comme investissement, même si sur le papier, c'est très risqué de faire du bar ou de la restauration, quand on voit le taux de réussite. Mais c'est... En fait, il y a le taux de réussite, il y a le taux de foirage, mais il y a aussi le taux... Comment je pourrais dire? Il y a un truc qu'on rentre jamais en ligne de compte, c'est qu'on dit toujours alors c'est un succès ou alors c'est un échec. Mais il y a aussi la notion de flat pour moi qui est super importante. On va y venir avec Divine si vous voulez. Hein. Quand tu montes un business, il y a aussi ça en se disant tiens, je vais monter quelque chose. Bah, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, ça marche pas. Mais il y a cette notion de flat en disant bah, j'ai investi, j'ai joué, j'ai vécu. Parce qu'on est en France. Je pense qu'aujourd'hui, et tu me rejoins là-dessus, je pense monter une société en France, vivre dessus pendant des années et puis la fermer la vendre, peu importe, mais réussir à s'en débarrasser sans perdre de plume. C'est déjà une victoire pour moi, même si tu pars pas avec des 1000 et des 100. Ouais. Donc pour ça, bravo aussi. Tiens, des vieilles photos. Là. Des très vieilles photos. De 2017. Mais du coup, oui, déjà au départ, pourquoi tu ouvres un bar? Pourquoi tu montes pas juste à Paris et tu bosses dans un bar de quelqu'un d'autre Je l'ai fait. Enfin, oui, au Frog, oui, pardon, mais... Parce que j'avais aucune... C'est en fait, juste parce que tu pouvais le faire, parce que tu avais l'argent pour le faire. Tes parents étaient entrepreneurs ou employés? Ou tu avais vraiment une idée de... En fait, quand je suis arrivé à Paris, je me rappelle d'avoir postulé au Panic Room. Oh, d'accord. Et je me rappelle... Qui n'a rien à voir. Rien à voir. Mais qui faisait du cocktail. Et je me rappelle qu'on m'a dit, t'as une formation? Oui, non. J'ai dit, non, j'ai pas de formation, mais j'apprends vite. Mais non, nous, on prend des gens qui sont formés, etc. Et ensuite, je suis allé bosser donc dans un pub. Et donc, pour moi, il fallait une formation voie royale pour bosser dans un bar à cocktail. Merci cet établissement. Et donc, la raison pour laquelle j'ai ouvert à 25 ans, c'est pas que je me disais que je pouvais le faire et que j'étais pressé, c'est que je me sentais prêt en fait. Okay. À tort peut-être. Et puis personne voulait de toi. Et peut-être, exactement. Mais en fait, je me sentais prêt à y aller. Tu vois? C'est fou, hein. Mais j'étais pas prêt. Mais je me sentais prêt en termes d'énergie. Et puis au final, je dis que j'étais pas prêt, mais j'étais vraisemblablement un petit peu prêt puisque je suis encore là aujourd'hui. Mais ouais. C'est cool. Ça t'a aidé le droit pour le faire? Oui, bien sûr. En fait, ça m'a aidé sur plein de périodes de ma carrière, mais comprendre quand ton avocat te parle, ne serait-ce que quand tu signes ton bail, comprendre tous les termes de ton bail, ça aide. Bah, typiquement, est-ce qu'il y a des choses, avec le recul, que tu ferais différemment si tu réouvrais le bar à l'époque? Ou est-ce que tu aurais des tips à quelqu'un qui, peut-être à 25 piges aujourd'hui, et se dit j'ai mon idée, mon concept, et je veux monter mon bar En fait, le problème, c'est que oui, je ferais vraisemblablement différemment. Ouais. Mais je pense que du coup, ça aurait peut-être moins de succès. Ouais. Et puis, ce serait pas mon histoire, donc ça m'intéresserait plus. Mais enfin, ça m'intéresserait pas de revenir en arrière. Mais je suis content de comment ça s'est passé. Et je pense que ce lieu, il avait la vibe qu'il avait, l'énergie qu'il avait. Aussi parce que j'étais un gamin. Et aussi parce que j'ai
j'ai tout appris là. Et puis surtout, j'étais obligé d'être là 100 heures par semaine parce que je devais tenir le truc et je devais apprendre aussi en même temps. Tu vois? Donc, et est-ce que j'ai des conseils à donner? Ouais, faites pas les mêmes erreurs que moi. Moi, l'erreur que j'ai faite là, c'est que j'ai considéré Paris comme une ville internationale, qu'elle est, hein, et je voulais pas de terrasse. Tu t'es dit, j'ai pas besoin. Non, c'est que je voulais un bar à cocktail / restaurant avec une atmosphère, etc. Et donc, j'ai pas besoin de terrasse. Alors, c'est bien, ça te permet d'acheter des affaires un peu moins chères. Mais tu vois, Martin, qui est en face de Bisou, avec la terrasse immense, ce truc qui cartonne, là, à l'époque, pour le même prix que Bespoke, on me proposait ce truc-là. Mais j'avais dit non. Mais t'avais dit non parce que tu voulais celui un peu confiné parce de que bar. je voulais un truc un petit peu confiné. Mais il y avait peut-être la tendance speakeasy plus présente à l'époque. Speakeasy, effectivement. Mais oui, donc, en fait, le truc que je referais différemment, que je ferais différemment, si je devais recommencer, c'est comprends la ville dans laquelle tu es. Pourtant, ça faisait des années que j'étais à Paris, mais comprends que dans une ville comme Paris, une terrasse, ça te permet beaucoup plus de chiffre d'affaires que si t'en as pas. Voilà. Okay. Mais sinon... T'as une terrasse à Bisou 2 ? Je l'attends. J'ai fait ma demande. La mairie d'arrondissement devait se réunir hier pour valider les terrasses, la salle de terrasse dont la mienne. Donc, je refresh la page tous les jours et j'attends le courrier avec impatience. Très bien. Très bien. Alors, putain, j'ai tellement de questions qu'en fait, on sait même plus par où commencer. Si, non, mais moi, je peux rebondir si tu veux. C'est hyper intéressant, mais dans ton... Alors, on a compris qu'effectivement, la partie structure avec un extérieur, c'est quelque chose qui est clé dans ton choix. L'emplacement, on va pas le répéter, mais je pense que ça, d'une rue à une autre, faut pas oublier que Paris, mais même pas que Paris, hein, Paris, Marseille, Lille, beaucoup de villes, même n'importe quelle ville. L'adage, c'est clé. Location, sur les trois critères essentiels dans notre métier. J'étais pas d'accord avec quand j'étais jeune et ambitieux. Et très ambitieux. Et en fait, au plus j'avance et au plus je me rends compte que effectivement c'est ça qui change tout. Et on m'a rappelé ça en 2019. Pourtant, ça faisait un moment que j'étais là, mais je l'ai réappris en 2019 avec Divine sur le fait que, parce que je suis pas, tu vois, ce bar-là qui marchait correctement, je suis persuadé que s'il avait été dans le Marais où on a Bisou aujourd'hui, on aurait fait 2 fois le chiffre. Et comment tu choisis justement? Comment tu décides d'ouvrir un établissement? Comment tu choisis ton quartier? Parce qu'il y a plein de quartiers qui bougent, plein de zones qui bougent. Ouais. Pourquoi ce quartier-là plutôt qu'une autre? C'est à l'opportunité ou vraiment tu te dis cette clientèle-là va être réceptive à mon concept ou parce qu'il n'y a pas que ça? On parle de quel local? De manière générale, si par exemple là, aujourd'hui j'ai une baguette magique et je t'offre un fonds, tu vas te dire par exemple c'est quoi le quartier de Bisou 3? Alors sur Bisou, on a la chance d'avoir une bonne partie de notre clientèle qui est une clientèle touristique. Donc je vais te dire, il nous faut un coin touristique. D'accord. Et on avait reçu en guest shift il y a 2 ans le bar L'Antiquario à Naples. Ok. Et il y avait une masterclass avant le guest et la personne le boss de ce lieu nous parlait de ouvrir un bar à cocktail à Naples. Qu'est-ce qu'il fallait faire comme choix? Parce que il disait, on ne targetera pas les Napolitains en ouvrant un bar à cocktail speakeasy à Naples. Donc, il disait, tourisme. Donc, il a fallu qu'on se mette dans tel quartier. Et il m'a fait intellectualiser et comprendre que, effectivement, dans le cocktail, je pense qu'il y a une partie touristique qui est essentielle dans les pays latins. D'accord. Comme l'Italie, comme la France. Tu vois? Moi, j'ai vu la différence avec... Quand tu as une clientèle parisienne, exclusivement parisienne, tu travailles bien. Quand tu commences à avoir des touristes, en plus de ça, tu cartonnes. Parce que le Parisien qui a les moyens d'aller dans des bars à cocktails, eh ben il prend tous les ponts de mai. Il a les moyens de partir en vacances. Il n'est pas là. Il n'est pas là les week-ends. Éventuellement. Parce qu'il va en Normandie. Exactement. Parce qu'il fait du parapente. Bref. tu vois, en fait, il y a beaucoup de moments en France, à Paris notamment, où Paris se vide de ses locaux. Tu fais quoi? Tu bosses pas? Donc du coup, aujourd'hui, ta stratégie, c'est quoi? C'est 30% de locaux par principe et 70% de touristes?
Ma stratégie, c'est de remplir le bar. Oui. D'accord. Mais ton pourcentage idéal. Je sais pas. 100% de remplissage. On tient pas un fichier avec nos Non, clients. je sais, mais si, je sais pas. En fait, j'imagine la meilleure success story de stabilité. Tu vois, tu par exemple, parce que je peux aller à contrario, parce que j'ai un esprit de contradiction. Bonjour, bim bam boum, putain, il y a un Covid et il y a un confinement, on ferme les frontières. Et à ce moment-là, on a été très heureux au moment du Covid d'avoir une base de clients locaux minimale et de ne pas avoir que des touristes parce que on a travaillé même quand les frontières n'étaient pas rouvertes. Donc il te faut et puis t'as pas envie en tant que touriste d'arriver dans un bar à touristes non plus. Ah oui, non, c'est clair. Tu vois. Donc tu veux garder il faut un bon équilibre en termes, je saurais pas te dire en termes de pourcentage ce que tu veux parce qu'encore une fois on n'a pas de fichier client et non, c'était vraiment pas pour curiosité. De pas avoir besoin de compter nos clients et de pas avoir le temps de compter nos clients quand oh là là, quand on a salé le mec il a pas le temps de compter c'est tout. Mais ouais, le taux. Regarde, on permet d'être plein toute l'année. Pourquoi tu le fais pas sur tes TPE quand tu payes? Tu sais, à chaque fois quand tu fais tes courses maintenant, il te demande ton code postal. Hein? Ouais, on le fait pas. Tiens, je suis même pas sûr que ce soit légal, mais. Ah ouais? Je crois que tu peux le squeezer, ça, non? Je sais pas. Bref. Mais il y a des restos, ils te demandent comment tu les as connus. Ouais. Oui. Mais bien sûr, on demande. Et là, j'étais en Corée le mois dernier et souvent on nous demandait comment vous avez connu. Ils te le demandent à l'oral. Ouais. Oui, alors que nous, c'est plus sur des trucs. C'est genre. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a dit de venir ici? Mais ça me fait penser, ça serait peut-être super intéressant là, ce que tu dis sur Anticario et tout, de voir. Je dérive un peu, mais sur d'aller checker des awards, des top 500 bars, des 50 best, et d'aller voir leur emplacement et de faire de la data. Est-ce que les bars les mieux classés cochent ce genre de critères plus que les autres? Endroit touristique, espace extérieur. Et voir dans quelle mesure en fait ces classements se font grâce à ça finalement, à cette clientèle internationale. Ouais, je sais pas. Quand on en parle comme ça, je me dis effectivement, il y a peu de chances qu'un bar très local finisse dans un classement. Oui. Ouais. Très, 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 très bon sujet, rebondissement pour continuer la digression. Top 50, top 500, ça t'intéresse? T'en branles? C'est bien, si ça arrive, tu bosses un peu pas pour? Évidemment que si ça arrive, tu prends toutes les reconnaissances que tu peux avoir. On n'a jamais bossé pour. Et on bossera vraisemblablement jamais pour. Quand je dis pour, ça veut pas dire que... Oui, pas de stratégie pour pouvoir être nommé. Il n'y a pas de stratégie qui est mise en place pour ça. Ouais. Très bien. Bon, en tout cas, malgré l'absence de stratégie, j'ai vu que j'ai vu des classements de 2020 où il y avait Bisou et Divine entre la 100e et la 200e place du top 500 bars. Là, d'ailleurs, j'ai sous les yeux le 500 de cette année, de 2024. Mais c'était avant qu'il y ait un petit... C'était avant qu'il y ait les cérémonies. D'accord. Ah oui. Ouais. En tout cas, en 2024, donc là, c'était en novembre dernier, il me semble, Bisou était 172e. Ouais. Voilà. Voilà, j'aurais préféré être plus haut. Anthony, si tu m'écoutes. Donc Anthony Poncier, fondateur du top 500 bars. Ouais. Alors moi, ça m'amène une question justement sur ce truc-là. Est-ce que figurer dans ces classements, alors ça peut être intéressant, être 172e ou 120e ou quoi, est-ce que tu observes un impact ou pas? Ou est-ce qu'il faut vraiment être dans le top 50 enfin, est-ce que... Je pense que il faut vraiment être haut pour ressentir un impact. Ouais. Quand le top 500 est arrivé, on bossait déjà très bien. Et on a continué à bien bosser. Et faire partie de ces classements fait que tu continues à être mentionné. Donc c'est con, mais dans les moteurs de recherche, en termes de data, tu es là et t'existes. Et ça aide quand les gens cherchent un bar à cocktail. Et ça fait de la communication aussi, donc c'est génial. Est-ce que ça nous ramène à cette place-là du business? Je suis pas sûr. Ouais. Mais si ça peut amener quelqu'un qui a lu cette liste dans son intégralité
à quand il voit notre nom sortir, quand il est à Paris sur ses recherches de bar à cocktail, si ça peut l'orienter vers chez nous, trop bien. Donc il y a sûrement, il y a un petit impact, mais je pense pas, mais c'est pas la queue du jour au lendemain, quoi. Top 500, faut que tu tries, hein. Si t'es dans le top 500, faut... 500, c'est beaucoup. En fait, je pense c'est les gens ne lisent pas la liste, évidemment, de 1 à 500. Néanmoins, il y a sans doute des gens, ou je sais pas, ou peut-être des journalistes, quand ils vont se dire, ah tiens, on va faire un top bar parisien, machin, peut-être qu'ils vont se référer, et peut-être que c'est pour ça qu'à un moment, tel journal, tel magazine va venir te voir, toi, plutôt qu'un autre, parce que finalement, il a eu connaissance de ton bar par ce biais-là. Peut-être que des touristes, et je suis convaincu que, effectivement, tu vois, tu parlais de moteur de recherche. Moi, je sais que quand je voyage, j'ai un des réflexes, et je tape bêtement, c'est quoi les meilleurs bars de la ville X ou Y. Et puis ça me remonte des choses plus ou moins pertinentes. Des réseaux sociaux des lieux ou de la page Google avec les avis, etc. Oui. Ou peut-être d'une autre manière, est-ce que tu le vois, est-ce que ça a peut-être un impact sur le recrutement? On avait fait un épisode sur la formation, et il y avait un côté peut-être un peu pour le recrutement, un côté peut-être prestigieux qui fait que tu attires aussi des talents. Parce que... Alors, clairement, tu es dans le top 100 ou dans les 50 best, évidemment que tu vas recevoir, sur une annonce que tu postes, tu vas avoir beaucoup plus de CV. Nous, on est bien lotis en termes de candidature, et encore, ça dépend des périodes. Post-Covid, c'était l'enfer. Mais la place qu'on a dans ces classements n'est pas suffisamment haute, je pense, pour avoir un impact significatif sur le recrutement et sur l'affluence. Ok. Bon, en tout cas, tu n'y travailles pas plus que ça. En fait, depuis c'est cool. Depuis le premier jour, moi je me suis toujours dit, en fait, travaillons bien, traitons bien nos clients. La meilleure presse qu'on puisse avoir, ce sera le bouche à oreille, ce sera le retour de nos clients qui viennent plusieurs fois, qui en parlent à des amis, etc. Après, on a pas mal de presse, donc on est ravis. Mais j'ai toujours voulu travailler de cette manière où on existe, on fait notre travail, on le fait bien, on essaie de le faire mieux que la plupart. Et ça, derrière, ça implique plein de bonnes choses pour nous. Mais la première chose à faire correctement, c'est son boulot. Et par rapport du coup à ce travail, à ce concept, à cette terrasse et tout ça, c'est quoi du coup le bon prix pour un bon cocktail de manière générale pour toi? Attends, j'ai pas compris. C'est quoi le prix idéal à ton avis pour un bon transition. Le prix idéal? Ouais. Ce serait 32 €. Le prix idéal, ça marche. Mais on les vend 14 parce que c'est la réalité du marché. Et pour toi, non, mais ça m'intéresse vachement de dire, est-ce que, tu vois, je te donne un exemple. J'ai fait une espresso martini bar Blitz la dernière fois. Je me suis amusé à prendre un espresso martini dans plein d'endroits différents. Donc j'ai eu des espresso martini à 7,50 € et je suis monté à 32 €. Ouais, alors déjà, t'es pas venu chez nous, c'est dommage, parce qu'on a une très bonne GS3 de la Marzocco, avec du très bon café de chez Muda. C'est important. Dans le nord de la France. Mais tu nous as ignoré. Je vous ai même dénigré, je crois. C'est sûr. Je crois parce que je crois même j'ai fait pire que. Je crois que je suis passé devant. J'ai vu tes stories, t'étais juste à côté. Je suis passé devant et je me suis même pas retourné. Règlement de compte. T'as bien fait. T'aurais risqué de le voir et t'aurais vomi tes espresso martini. Et du coup, j'ai eu, tu vois, une expérience très très variée parce que forcément entre 7,50 € et 32 €, voilà. 32 €, question, je te propose un espresso martini à 32 €, tu l'imagines comment cet espresso martini? J'imagine dans un palace. C'est tout. Ouais, je l'imagine fait correctement, hein, mais tu vas me dire qu'il était éclaté. Ah mais moi je vais pas dire ce que j'en ai pensé. C'est fait avec du coffee louac là ou... Non. Non, mais de manière, on n'est pas des gens les plus objectifs qui soient pour juger un cocktail, forcément, on n'est pas les consommateurs. Mais magnifique, incroyable. Ah, c'est pas. Voilà. Mais. Il était là pourtant. À 32 €. Et il coûte 14 € celui-ci. Voilà. Ouais. Mais à 32 TTC. Droit inclus. Mais à 32 €, tu t'attends, t'imagines, ça te paraît dérisoire. Palace ou pas Palace? Non, mais à 32 €, je m'attends. Mais, en fait, le verre, je m'attends juste qu'il soit bien fait. 32 €, c'est que j'espère que tu étais surtout dans un cadre
très spécifique. Toi, tu t'attends à un truc où t'envoies du lourd. Je m'entends à un truc spécial. Donc j'ai payé le loyer. Hein Mais au niveau du verre, on est d'accord que du coup, juste, il est bon. Ouais. Et- Que ton verre, j'espère que ton verre était bien frais avant que le cocktail soit versé dedans. J'espère qu'il y avait de l'espresso dedans. J'espère qu'il était extrait avec une bonne machine. Et, Nico est fan de café. Donc, c'est beaucoup sur la qualité du café. Et t'as raison, parce que c'est quand même des grosses bases. Non, j'espère juste qu'il était bon et que non, il pourrait peut-être tout classique. Tu commandais des classiques. Ah oui, non, mais j'ai pris que l'espresso martini. Bon, j'ai mais fait où tu 8 veux bars, que- 8 espresso où tu martini. veux que j'arrive là. Non, me suis perdu. pardon. Non, mais parce que je suis. Pendant un Attends, moment, mais- j'ai pas visité Alors, beaucoup je suis en bars à train de cocktails. bugger là. Mais la liqueur de café là que tu as utilisée, Ouais. c'est moi qui l'ai créée. Mais je sais. c'est ce que je viens de pointer du doigt le truc. D'accord, en disant, ok. C'est toi. Eh oui, c'est vrai. Ok. C'est ce que je faisais. Je faisais ça. Eh, tu vois donc c'est un excellent espresso martini. Ouais, pour Ouais. 14 balles, ouais, t'aurais. J'aurais pas été déçu. Je suis vraiment content de pas m'être arrêté. Non, mais pourquoi? Parce que j'ai été. Alors, oui, on a eu des hausses de charges de matière, de loyer, de taxes, d'énergie, etc., qui a été conséquentes. Mais pendant quelques mois, en fait, je suis très, très peu sorti dans les bars à cocktails. Je me suis concentré sur des pubs à bière, des bars à vin, des Il va y avoir restos, un gros jump de tarifs. des bars de. Ouais. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai eu une discussion à la maison. Et ma femme m'a regardé et m'a dit, mais elle me dit, c'est pas ça un cocktail. Cocktail, c'est 14 € jusqu'à 17 à peu près. Je fais non, mais dans un hôtel, pas. Non, dans un bar maintenant, c'est 14 à 17. Et du coup, je dis, elle se fout de moi, c'est pas possible. Tu vois, C'était 12 € déjà en 2014. oui, mais non, d'accord. À Paris, Oui, de manière générale, dans les bars à cocktails, je te parle etc. ici. Mais oui, effectivement, on était plus autour des 10-12 €. Mais là, on s'est retrouvé avec un espèce de bond qui a été très, très violent, je trouve, au niveau du prix. Et pour autant, mais mis de côté, je pense que l'expérience, tu vois, pour moi, elle est super importante. Tu peux mettre dans un bouge dégueulasse, et je reviens sur le principe de l'hospitalité, quand tu augmentes effectivement ton prix et que tu as des cocktails qui sont à 14, 15, voire 16, tu t'attends à avoir des choses, effectivement, comme tu le fais, d'avoir du relationnel qui est vraiment irréprochable. Avoir une expérience en fait qui est basée sur le relationnel. Ton verre, ce sera peut-être le même verre que chez Arcoroc, Libé, etc. Peu importe. Tu travailles sûrement avec la meilleure liqueur de café du monde créée par Fred Roginska et la meilleure vodka du monde local. Mais c'est vrai que très souvent, j'ai tendance à dire que plus on va dans des prix élevés, moins l'expérience est folle, bizarrement, j'avoue. Mes dernières visites, les bars les plus chers que j'ai pu faire, c'est là où j'étais le plus frustré, on va dire. Pas déçu, mais le plus frustré. C'est qu'à un moment, tu payes 3 fois, mettons, tu payes 3 fois plus cher le cocktail. Ouais. Mais de facto, tu n'as pas une expérience 3 fois meilleure. Mais même 2 fois. Ouais, meilleur. mais après, ça dépend aussi ce que tu recherchais. Tu balances où c'est ou pas? Non, c'est pas pour faire de la délation, parce que des fois, ça À la dépend. fin. Non, Oui, restez Quand tu jusqu'au diras- bout. quand Restez tu jusqu'au bout, il le c'est dira. bon, on n'enregistre pas. En tout cas, c'était il y a 2-3 semaines, je l'ai vu. Tu peux balancer. Il était dans mon quartier, perdu, il y a 2-3 semaines, j'étais pas là. Non, il y a un mois, pas là. peut-être. Avant les vacances. Peut-être avant les Ouais, vacances. 3 semaines donc. Si vous avez des questions sur mon emploi du temps, vous pouvez appeler Nico. Il est plus au courant que moi. Tu veux que je rebondisse là-dessus? Ouais, Non. c'est difficile. Non, mais Ou sur parce autre chose, que mais- j'ai lu en préparant que tu avais mis un point d'honneur notamment à proposer des prix uniques ou à faire des cocktails à, je sais pas, à 12 € ou 14. 14 maintenant, on a commencé. Et, on a ouvert, ouais. ou de toujours avoir un cocktail à 10 € ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'était à Divine. C'est à Divine. Mais c'est hyper Donc, intéressant, ça. on a fait un épisode sur les pricing de Negroni, Ouais. ce genre de truc qui avait beaucoup intéressé. Et quand tu as ce parti pris de faire à 10 balles, à 12 balles, à 14 balles, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue, je sais pas, qualité, sourcing des produits, je sais pas. Alors déjà, je tiens à dire que je suis revenu, à Divine quand on a ouvert, je voulais un cocktail accessible. Donc je voulais un Dans cocktail. ton offre, c'est ça. Ouais, il y avait un cocktail alcoolisé à 9 ou 10 €, quand les autres étaient à 13. Et je me suis rendu compte que, en fait, les gens qui nous voir dans les bars à cocktails, que ce soit à 10 ou à 15 balles, à condition que tu fournisses ce que tu es censé fournir, hein, mais en fait, ils s'en foutent. S'en foutent. Je pense que le client qui vient dans un bar à cocktail, il vient vivre une expérience. Alors, et en fait, il va pas forcément choisir le cocktail le moins cher, parce qu'il est là pour boire un verre, 2 verres, 3 verres en fonction de son budget,
Mais cette différence de prix, en fait, le fait d'avoir un cocktail prix d'appel, chez moi en tout cas, j'ai jamais. Il n'a pas été plus vendu que Il les n'a autres. pas été plus vendu que les autres. C'est intéressant ça. Ouais. Chez Bisous, ça fonctionne comment? Bisous, c'est tarif unique. Tarif unique, Avec oui. alcool et tarif unique sans alcool. D'accord. Il n'y a pas un upgrade parce que tu as utilisé Alors, tel whisky plutôt on a qu'un autre. Tarif unique sur le principe. On a des bouteilles qui sont effectivement chères. Et si un client qu'on n'utilise pas sans que ce soit une requête spécifique, si un client nous pointe une certaine bouteille en disant tu peux me le faire avec cette vodka, ce gin, etc. Là, on va lui dire oui, on peut. Ça, il y a un petit supplément de 2 € par exemple. Ok. Voilà. Moi, j'avoue, d'un point de vue client, je pense qu'arriver à un certain prix, et c'est peut-être, je sais pas, est-ce que toi tu perçois ce challenge-là? On a fait un épisode sur un peu les cocktails qui partent un peu dans tous les sens et on comprend même plus la carte et tout. Quand tu payes un certain prix, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça implique une prise de risque financière? Et du coup, le concept de Bisous qui fait que tu ne sais pas ce qu'on va te servir, est-ce que ça peut pas être un frein? Je suis désolé, peut-être très alambiqué ma question, mais... Non, mais je comprends. Je peux y répondre de suite. Oui, vas-y. Tu vois, ça a l'air plus alambiqué, alors que ma question du prix, elle était beaucoup plus... Non, tu n'en as rien compris. Si je pars dans une mauvaise direction, tu me dis que si c'est pas ça que tu voulais dire. Mais quand on a ouvert Bisous, il fallait absolument qu'on soit sur un tarif qui soit sur la norme, voire la norme basse. Oui. Donc 12 €. Tu avais cette volonté-là déjà. Ben, n'ayant pas de carte, on était tout à fait conscient du fait que tu ne peux pas... En fait, à partir du moment où c'est pas le client qui a pointé du doigt le 17 balles, Ouais. si tu as des cocktails à 17 €, c'est délicat à la voix. Et on a monté nos prix très récemment, et on est à 14. Et quand on était dans la réflexion de on doit augmenter nos prix, où est-ce qu'on va? Il y a eu vraiment ce sujet de ok, on ne peut pas aller au-delà de tel prix, et on l'a fait progressivement, on l'a fait à 13 puis à 14. On l'a fait progressivement parce que il fallait qu'on soit à l'aise. En fait, puisque c'est la personne qui t'accueille qui verbalise le tarif, c'est pas une carte qu'on t'a posée, que tu as ouverte, tu as décidé de refermer et de partir éventuellement. En fait, on a déjà une interaction avec toi au moment où on t'annonce le prix. Par conséquent, on se doit de pas être hors de prix. Et je peux totalement entendre que 14 € pour un verre soit hors de prix pour certaines personnes, attention. Hein. Mais par rapport à ce qu'on propose et ce qu'on prétend être en tant que bar à cocktail, c'est un tarif qui nous semble correct et avec lequel on est à l'aise. Donc c'était très important qu'on soit à l'aise, nous, en tant que staff, pour le verbaliser auprès du client et que ce soit un prix qui soit accepté et acceptable aussi pour nos clients. Parce que au-delà et peut-être qu'on pourrait faire des cocktails à 17 € et que ça passerait crème. Hein. Ouais. Mais on n'est pas à l'aise avec ça pour l'instant. Moi, je sais, pour rebondir un peu ce que tu évoquais avant, de fait de faire découvrir des choses aux gens, moi, je sais que je suis arrivé à un stade sur les pricing de cocktails dans certains bars où, en fait, je vais vers ce que je connais parce que ça me rassure, parce que je sais que je vais potentiellement aimer et qu'à un moment, s'il faut lâcher 17 balles, mettons 17 balles, pour aller faire une découverte, et je me dis, attends, est-ce que j'ai envie vraiment de tester ce truc avec du baiju, machin, tout dépend. Si l'environnement et si le lieu en lui-même est déjà une découverte, et si le lieu est une immersion, peu importe ce que tu bois au final. Ouais. Mais pour ça, il faut vraiment que le lieu propose une putain d'expérience au-delà du verre. Okay. Je pense. Et ça me fait penser à un concept qu'on voit de plus en plus dans certains restaurants, alors peu en France, mais de plus en plus à l'étranger, qui est le concept de il n'y a pas de prix d'affiché. Il y a un menu, les gens commandent, mangent et laissent à la fin du repas, en fait, ce qu'ils pensent être juste pour le prix. Là, c'est les gens qui les gens en fait le prix. Exactement. C'est comme au chapeau. C'est exactement, ça s'appelle effectivement de instant exactement comme au chapeau dans les salles de théâtre. C'est-à-dire que grosso modo les gens mangent dans le menu, etc. et ils laissent à la fin ce qu'ils estiment être le bon prix, etc. par rapport à ce qu'ils ont mangé, comment ils ont été servis, etc., etc. Donc c'est un concept. Il y a plusieurs établissements comme ça à l'étranger principalement. Je pourrais pas vous en citer en particulier. Je pense que culturellement il faut que ce soit un pays voilà non latin déjà. C'était ma question. Donc voilà, on a conscience que ça, chez nous,
c'est pas concevable, Après, et encore moins dans un Moi, bar. je suis Marseillais, donc je suis peut-être un peu border à ce niveau-là et je sais que tu vas te faire que les gens vont en profiter parce que je suis peut-être trop comme ça dans ma tête. Mais non, c'est ça pas quoi. C'est-à-dire qu'à Paris, pas possible, mais à Marseille, encore moins, c'est ça? C'est encore moins. Faire payer au shop. Ça me fait penser, si on digresse un peu, au Japon, quand tu vas dans certains bars, tu sais pas combien tu vas payer à la fin. Ah oui, oui, oui. Tu vois, m'avais parlé de ça. tu commandes enfin, je sais pas, tu vas à Ben Fidish, tu lui dis, tiens, j'aime ça. Le mec, il se va faire sa créa. Tu bois, tu passes un beau moment, et puis à la fin, on te file la facture, tu vois. Et c'est un peu la surprise. Et puis, je sais pas, et puis t'es dans un cadre, t'oses même pas demander. T'oses pas demander. C'est limite gênant. C'est combien le prix, en fait avant que tu me fasses mon cocktail, c'est combien? Mais c'est pour ça que d'ailleurs en France, l'affichage est obligatoire. obligatoire. Donc, Et, ça limite déjà. et ça me fait penser à une anecdote. Il y a genre 8 ans, j'étais je crois que c'est le Star Bar Ginza à Tokyo. Et on passe un trop bon moment, tu vois. L'ambiance, elle est incroyable, quoi. C'est totalement atypique dans une espèce d'appart et tout. Et Ah oui, c'est l'établissement dont tu m'as parlé, où le mec vient de chercher limite à l'entrée, mais c'est vraiment sa maison. Ouais. C'est ça dont tu m'avais parlé, ouais. oui, enfin, il y a plusieurs bars comme ça. Et en fait, à un moment, on se dit, tiens, vas-y, on va se boire un martini. On va boire le martini de la maison, quoi. Et on commande ça. Et à un moment, mon pote va aux toilettes. Et en fait, dans les toilettes, il y avait un panneau genre, oui, le martini le plus cher du monde, machin. Petite surprise à la sortie. Et puis là, il revient au truc, il fait, putain, dans les chiottes, là, il y a... genre, il coûte 200 balles le verre, là, et tout. Et puis, on commence à avoir des sueurs froides. Et à la fin, on a la note, et puis non, c'était un martini tout à fait classique. C'était que 100. C'était que 100 balles. Mais voilà, petit aparté sur les... Et tu peux pas mettre ça en France, c'est impossible. Mais ça, c'était... Et je me souviens le switch qu'il y a eu entre on passe un trop bon moment à... Je suis allé pisser, j'ai vu un truc. Attends, on va payer combien là? Non, mais c'est un peu effrayant. Hein, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, bon, pas possible en France. Non, en tout cas. On le sait. Donc, bisous 3, il y aura quand même les tarifs d'afficher ou d'annoncer. Oui, absolument, toujours. Transparence first. Transparence, non, et puis la loi. La loi avant tout. Donc ouverture de bar, je sais pas si on a fait le tour et tout, mais tiens, ça me fait penser, parce que vu que tu évoques Bisou 3, genre s'il y avait un Bisou 3 en route. Déjà qu'on a rentabilisé voilà. ça. Après Mais 2 semaines, ça fait que 2 semaines qu'on est ouvert là, donc. Mais ça introduit quand même une question. Est-ce que c'est un modèle que tu veux développer, justement? Peut-être tu as ouvert le deuxième. Est-ce que c'est parce que tu as en tête en fait, l'idée, de créer un empire Bisou Là, sur cette adresse, sur le deuxième établissement, l'idée, c'est de ne pas se tromper. C'était important de ne pas se tromper sur le quartier et d'avoir un vrai bon spot, je pense qu'on l'a, pour faire la preuve de concept. On veut dupliquer, on essaye. Ok. On met toute l'énergie possible pour y arriver. Et si ça fonctionne, ça ouvre la porte à un troisième, puis... Qu'est-ce qu'on fera après? J'en sais rien. D'accord. Mais l'idée du deuxième, c'est ça, et ça pourrait s'arrêter au deuxième, hein, mais c'est déjà de voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je pense qu'on essaiera d'avancer à nouveau. D'accord. Bon, on fait des projets un peu comme ça, mais ce serait à Paris, ça serait... Ouais, pour l'instant, je pense que ce serait à Paris encore. Je pense que là, on est à Ville du Calvaire. Là, on est sur le canal Saint-Martin. Je pense il y aurait peut-être un autre quartier, un ou deux autres quartiers de Paris à aller explorer avant de bouger, parce que c'est déjà un autre taf d'avoir 2 opérations. Alors, différentes opérations sur différentes villes. Je pense qu'on parle déjà différents quartiers, parce que... Et on parlait de processer, de tout rendre carré pour justement viabiliser le fait d'avoir différentes opérations. Si tu es dans une autre ville, c'est encore un autre process à mettre en place, c'est encore une autre manière de travailler. Et on n'y est pas encore. Il faut que tu y sois tous les jours? Je ressens le besoin d'y être tous les jours. Il y a le besoin que tu y sois tous les jours? Je pense pas. Non, les équipes sont top. Très honnêtement. Tu parles de quelle là? Tu parles de manière générale sur les deux. Tu viens d'ouvrir, c'est normal. On vient d'ouvrir, je suis tous les jours. Mais... Non, il n'y a absolument pas besoin que je sois là tous les jours. Et t'es derrière le bar ou c'est plus... Non, je suis plus derrière le bar depuis que je suis parent. Ok. Et ça me va très bien. C'est un autre boulot. Fini la nuit, quoi.
fini la nuit. Bon, là, ces 2 dernières semaines, j'y étais le soir. Hein. Mais non pas, je suis pas en service. Puis il y a trop de monde pour moi. Trop d'humains. Non, pas trop d'humains, mais l'affluence est trop forte. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de pas fait de bar. Donc ça t'a rendu misanthrope. Un service à bisous dans la gueule, c'est mort. Là, tu te fais secouer. Je fais un burn-out. Vu qu'on a parlé d'ouverture de bar, est-ce qu'on n'évoquerait pas la revente d'un bar? Oui, avec plaisir. On arrive du coup à Divine. On évoquait ça en intro. Donc Divine ouvert en 2019. Le 29 mai 2019. Voilà. On a ouvert Bisous le 26 mai 2017. Qui a traversé. Divine le 29 mai. Qui a traversé le Covid. Alors, qui a traversé. Ouverture en mai 2019. Donc déjà, t'as pas de terrasse. Tu traverses l'été. Dur. Puis la grève des transports. Ah oui. En décembre. Dur. Puis le Covid. Très dur. Un premier Covid. Court. Très court le premier. Épisode 1, épisode 2, le retour. Non, mais le premier Covid, il a été très court. Il a duré 3 mois. C'était intense. Ça m'a paru être une éternité. Surtout que j'étais presque déçu. Je m'attendais à The Walking Dead. Et en fait, il s'est juste passé le Covid qu'on connaît. Donc, pas juste, t'as compris ce que je voulais dire. Et donc, ça a été très long. Puis une semi-réouverture. Puis le deuxième Covid qui, là, pour le coup, a duré 7 mois, mais qui nous permettait de travailler un peu plus. Là, en fait, c'est ça. Ça, c'est pas nous. Ouais, c'est le nouveau. Je vais te dire à partir. Mais j'ai vu ça a gardé les anciennes photos aussi. Oh, oui, mais bien sûr. En tout cas, voilà, c'était nous. En tout cas, il a survécu. Oui. Et j'aurais pas cru. Ouais. Parce que moi, quand j'ai décidé de me séparer de Divine, à aucun moment, j'aurais pu penser qu'il allait garder le concept. Le vendre à quelqu'un qui allait poursuivre Divine. Tu vois. Pour moi, on vendrait. Tiens, tu sais, la photo avec Tomo, là, c'est le mec de l'Antiquario à Naples. Où ça? Là. Ok. Et du coup, pourquoi t'arrives à cette revente? Pourquoi tu franchis le pas vu que Parce que le truc il tourne, il a survécu. Alors, le truc tourne, le chiffre d'affaires est correct, mais on gagne pas d'argent. Alors on parle du flat, du coup. Ouais. Parce que moi, j'ai une vision, à la base, de un peu long-termiste. Avec ce lieu, je veux en faire un truc vraiment bien. Je veux qu'on assure un bon service. Je veux avoir une stabilité au sein de l'équipe. Et l'hiver, qui sont les bons mois pour un établissement comme celui-ci, et on marche très bien et c'est super, j'ai besoin d'une équipe solide. L'été, qui est devenu plus long à Paris que l'hiver, je sais pas à quel moment il y a eu ce passage, là, mais je pense que c'est post-Covid où on est tout le temps dehors. Tu sais, avant l'été, ça durait juin, juillet, août. Maintenant, j'ai l'impression que c'est de avril à fin octobre. Ça a déjà démarré, là. Ouais, mais là, on est en mai, heureusement. Et encore cette semaine, on a un redout. Et donc, l'argent qu'on gagne l'hiver, en fait, on le perd l'été, plus encore de l'argent qu'on perd en plus. Bref, cette phrase ne fait aucun sens, mais l'été est plus long que l'hiver. Je t'ai compris quand même. Et du coup, on perd de l'argent. Et ce bar avait besoin que des décisions soient prises que j'avais pas envie de prendre, qui sont, en fait, l'hiver, on va travailler avec une personne en moins et ce sera des extras le week-end. Et l'été, on aura le bon staffing, etc., etc. C'est des décisions que j'avais pas envie de prendre. Et donc, j'avais l'envie aussi de me focus sur Bisous. Gérer 2 marques en même temps. Tu savais déjà que tu étais sur Bisous 2 là ou pas du tout? Je savais déjà qu'on avait le projet d'ouvrir un deuxième Bisou. C'était pas du tout, il n'y avait pas ce projet à cette adresse-là. Il y avait un autre projet à une autre adresse. Ça a capoté en last minute. Du coup, hop, rebond. Voilà. Bref, et du coup, j'ai décidé de faire le choix de la raison. Et puis, à 35 ans, autant quand j'ai ouvert mon premier business, je me disais, vas-y, on s'en fout de gagner de l'argent. On est là, si on travaille bien, à terme, ça rentrera. On avait le temps. Là, aujourd'hui, t'as un gosse, t'as une trésorerie qui fond, tu dois remettre au pot depuis 2 étés, t'as plus envie de faire ça et tu te dis, vas-y, on va s'arrêter là avant d'aller trop loin par ego ou par fierté. Accepte, vends ton affaire, elle a une certaine valeur, fonds de commerce, let's go, et c'est parti. Et du coup, c'est quoi les conditions réellement que tu dois réunir pour revendre proprement, entre guillemets, ton bar?
Je parle au niveau d'une part financier, mais d'une part aussi organisationnel, le staff. Hein. C'est quoi les conditions? Parce que moi, c'est une expérience que j'ai pas, mais... Parce que je crois, Luc, le staff est resté. Alors, le staff est resté. Et ça, c'était la partie la plus difficile dans cette vente, c'était par rapport à l'équipe. Annoncer. C'était pas... En fait, c'était surtout ne pas l'annoncer trop... En fait, l'annoncer proprement, signifiait l'annoncer très tôt, et sans garantie que ça aille au bout. Ouais. Et avec le risque que l'équipe se dise, ok, bon, mais si tu vends, moi je vais m'organiser pour trouver autre chose, normal. Et du coup, si ça capote, tu te retrouves sans staff. Plus personne. Ouais. Tu vois. Et donc c'était ça. Et les conditions, tu parles de financières? Tout, est-ce qu'il y a des points, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'il y a un moment, non, tu te dis pas, on est en septembre, je vais pas vendre maintenant, est-ce que c'est des choses qui... J'ai mis une première fois, en fait, je l'ai listé pour la première fois dans le cadre de l'acquisition qui s'est jamais faite du premier, deuxième bisou. J'avais dit au gars, vas-y, liste-le à un tarif au-dessus de ce que ça valait pour tester le marché. Il n'y a rien eu. Mais sauf qu'une fois que tu fais ça, dans ta tête, tu l'as listé, donc tu as envie de vendre, en fait. Et en fait, ça c'était en juillet, je crois. En octobre, je les ai rappelés en disant, vas-y, mets-le au bon prix et on voit ce qui se passe. Donc juillet 2023. Juillet 2023. Voilà. Et là, par contre, ça a eu de l'impact tout de suite, il y a eu des retours. Il y a eu des visites à ce moment-là, et donc là, j'ai compris qu'on était au juste prix, entre guillemets, ou du moins au juste prix annoncé. Et il y a eu une petite négo, comme il y a une négo sur tout, et elle est normale. Et ça a marché avec Chabat, qui a repris Divine. Et le fait qu'il reprenne Divine signifiait qu'il avait aussi besoin de l'équipe, donc il a aussi repris l'équipe. Et tu l'as su quand qu'il voulait garder le concept Divine dès sa première visite? Ah oui, tout de suite. Lui, il connaissait le concept, le bar en lui-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais qu'il était intéressé avant même de savoir qu'il était intéressé, parce que l'équipe m'avait dit, en fait, il est là, ce fou, il en avait parlé à Cassandra, qui n'était pas au courant. Donc, quand Cassandra m'a dit, c'est quoi cette histoire, etc., du coup, je lui ai dit. Et ensuite, il a visité. Donc, en fait, je savais qu'il était intéressé avant même qu'il était client. Visite. Il était client dans le cadre de l'annonce. Il était pas client avant qu'on le liste. Il est venu pour voir en fait l'état et puis vivre l'expérience aussi. Il est venu plusieurs fois pour voir comment ça marchait, etc. C'est très très rare que quelqu'un reprenne un bar à cocktail sans le transformer derrière, sans refaire autre chose même de concept. Hein. Ça marche pour les brasseries en général ou pour des lieux clés avec des gros volumes. Soit ça, soit des établissements plus classiques et moins spécifiques dans ce qu'ils proposent. Oui. Là, aller reprendre un bar à cocktail qui est quand même qui travaille d'une certaine manière, etc. C'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Alors, tiens, est-ce que justement, j'aurais tendance à penser de conserver le concept, c'est parce que Divine a une réputation. A fait quelques classements, enfin tu vois, quand bien même serait 160e du top 500, ça a une valeur, ça, de facto. Tu vois, mais en fait, il récupère le compte Instagram, ça, enfin, voilà, il y a 9000 followers, c'est cool. Et en fait, c'est un truc con, mais tu récupères le référencement. Ouais. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai jamais fait, mais moi qui suis en train d'essayer de faire monter le référencement sur Bisou Canal. C'était quoi Bisou Canal avant? C'était un café. Un café. Mais moi qui, du coup, vais essayer, ça fait 2 semaines qu'on est ouvert, donc ça prend du temps, etc. Je me rends compte la valeur de ce que c'est. La valeur de ce que c'est aussi. Et puis, c'est con, mais nous, on rachète une affaire pour faire notre concept. Donc, il y a les frais d'acquisition, les travaux, les stations de bar, tout. Là c'est clairement, en fait. Ouais. Il a repris. En fait, il l'a payé plus cher que ce que moi, je l'avais acheté. Normal. Mais ça lui a coûté moins cher à la fin, puisque moi, j'avais acheté à un certain prix. Bon, j'avais acheté 300, j'ai fait 200 de travaux. Ça m'a coûté 500. Et lui, il a racheté plus que 300, mais moins que 500. Ouais, donc c'est très ça reste un bon plan aussi pour ceux qui veulent des fois se faire la main, de peut-être des fois regarder, arrêter de penser peut-être que j'ai envie de faire ça. Mais en tant qu'entrepreneur, ça peut aussi être un bon conseil de se dire, regardez, peut-être vous faites-vous la main sur une affaire déjà existante qui fonctionne et qui permet peut-être du coup de ressentir aussi un petit peu les choses, quitte après à changer le concept, etc. et à garder le nom pour garder le référencement. Mais
Voilà, Mais oui, surtout ça que peut être un bon plan. C'était pas viable pour moi parce que j'étais plus en service, et que je voulais une équipe stable, etc. On en a parlé. Mais imagine, tous les deux, on est débutants, entre guillemets. Enfin, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on veut reprendre un bar, on est prêt à bosser tous les deux, tous les jours en full mettre la time, main dans un dessus. premier temps sans se rémunérer parce que on a le chômage ou autre. L'affaire, elle est viable de fou. Ouais. Oui, parce Dans ces qu'elle fonctionne. Parce qu'elle fonctionne. Parce qu'en termes, le chiffre d'affaires est totalement OK. C'est juste, on dépensait un peu trop d'argent sur plein de choses. Et je me pose une autre question là, comme ça. Quand tu as le projet d'ouvrir Bisou 2, est-ce que tu n'es pas tenté justement de récupérer aussi ton staff de Divine, sachant que, je sais pas, il y a des pénuries de main-d'œuvre ou que c'est compliqué de trouver du staff avec qui ça fit. Ouais. Et finalement, quand tu l'as dans un bar que tu gères et que tu en ouvres un deuxième, tu te dis, En fait, et si on transférait l'équipe aussi? Alors, déjà, et je suis encore copain avec l'équipe de Divine, mais notre histoire, elle était à Divine. Ok. Et puis surtout, il y a un gros temps entre la vente de Divine et l'ouverture du deuxième Bisou. Et en plus de ça, on a pas mal de chance parce que tous les soucis de staffing que tu viens d'énumérer, on les a pas. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant, dans la période dans laquelle on est. Post-Covid, on l'avait, comme tout le monde. Mais là, on l'a pas. Et non, la question s'est pas posée. Ok. Et en parlant de staffing, je me demandais, est-ce que la démarche... je sais pas si tu as d'autres questions sur Divine ou plus spécifiquement. Non, pas particulièrement. Mais je reviens à Bisou 2. On a parlé beaucoup de l'angle à façon, sans carte et tout. Ce que j'ai vu, c'est qu'aussi, Bisou 2, il y a un angle vente à emporter qui est très fort avec des cocktails pré-batchés. Et des fois, je me demande dans quelle mesure le pré-batch est aussi une solution au problème de staffing. Mais toi, dans ta réflexion de Bisou 2, c'est pas ça. Alors, c'est le cadre, c'est le quartier, c'est les gens qui boivent un coup sur les bords du canal. Exactement. Et tout. Et puis le pré-batch, pour pré-batcher de manière correcte et faire des très bons cocktails, tu as quand même besoin de gens compétents. Mm-hmm. Donc oui, si tu entends pré-batcher pour faire un bar à la pression qui ferait que tu as besoin de moins de monde sur le service, oui, ça pourrait être une solution. Mais non, nous, dans notre réflexion de faire des cocktails à emporter, la raison pour laquelle on a batché en bouteille, c'est parce que ça nous permettait de pouvoir vendre ça à un tarif qui soit intéressant pour le client. Okay. Et qui ramène le tarif d'une dose à un tarif inférieur à celui auquel on vend une pinte de bière. D'accord. Est-ce que tu les vends dans le bar? Non. Non, ok, c'est vraiment exclusif, une offre. Ok. Ouais, exactement. Et c'est des copies des cocktails existants? Il n'y a pas de cocktails existants parce qu'on n'a pas de carte. Mais non, c'est une gamme à part. C'est ça qui était intéressant, c'est que nous qui n'avons pas de menu, pour le coup, ça nous a fait travailler sur une carte, entre guillemets. Okay. C'était fun. C'était fun. Ah, c'était fun. Je fais un rapport avec Stéphane. En fait, en le disant, on s'entend dans son casque. Pourquoi Stéphane? Qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui vient voir? Mais non, c'est Fred. Qu'est-ce que... Non, et moi, je reviens de Martinique où j'ai passé 4 jours avec Stéphane Martin. Ouais. Et du coup, j'étais... Pourquoi il me parle de quoi? Il nous fait une jument entière à dire un truc qui fait zéro sens. Oh putain, à dire que j'ai eu l'idée de t'inviter. Voilà. Ok. Et en parlant de cocktails pré-batchés, donc j'ai évoqué le parallèle avec potentiellement le staff. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi faire un parallèle avec la démarche éco-responsable que tu as depuis le premier Bisou notamment? Est-ce que c'est plus... Enfin, je sais pas, tu gères mieux justement tout ce côté zéro waste, upcycling, ou est-ce que dans tes cocktails en bouteille, c'est pas forcément la démarche? Alors, la démarche, elle est toujours là en background, elle le sera toujours, parce que je pense que c'est juste la nouvelle manière de travailler qu'on a intégrée et que la plupart de nos collègues dans le milieu du cocktail adoptent. Et en fait, je vais te dire la vérité, on s'est même pas posé la question quand on a voulu développer les recettes, tu vois.
Évidemment qu'on allait tout réutiliser, évidemment qu'on allait utiliser les produits dans leur ensemble, évidemment qu'on allait bosser sur de la saison, tu vois. Donc, c'est toujours là. En fait, maintenant, c'est dans notre ADN. C'est pas quelque chose qu'on vend. En fait, c'est spontané, c'est un réflexe, tu penses même plus. On n'a jamais vraiment poussé sur notre com, si tu regardes. Là, c'est vrai. Le côté éco-responsable. Parce que je voulais pas, enfin j'avais peur, mais à tort sûrement, j'avais peur et je voulais pas qu'on devienne un temple de l'éco-responsabilité. Parce que je voulais que, enfin c'est un bar et je voulais que ça reste fun avant tout. Okay. Et je me suis toujours dit, si les clients s'intéressent à notre manière de travailler, évidemment qu'on en parle. Mais je voulais que chacun puisse venir à Bisous avec ses besoins et ses envies sans avoir besoin de mettre une étiquette. Ouais, pour vous, c'est une valeur, pas un argument de com. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est là où c'est encore plus intelligent parce qu'à la finalité, c'est encore plus profond. Et tu arrives à un stade où ça devient tellement ancré dans l'ADN même des équipes que de facto, quand ils vont commencer à réfléchir à des concepts ou à des associations de saveurs, ils vont s'inspirer peut-être avec beaucoup plus de choses de ce qu'ils voient autour d'eux tous les jours, dans leurs assiettes, quand ils font le marché, etc. Donc c'est une très bonne idée. Merci. En tout cas, c'est cohérent avec le fait que tu travailles pas je reviens un peu au classement de bars et tout. Parce que pour revenir à mon petit voyage en Corée, je raconte un peu ma vie, mais je pense à ça parce qu'en fait, je suis allé à Zest. Je sais pas si vous êtes familier. C'est un bar dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, qui est le deuxième meilleur bar d'Asie selon les 50 Best Asia. Et en fait, donc c'est un bon bar, il n'y a pas à dire. Néanmoins, quand j'y suis allé, il y a un côté très pédagogique justement où tu arrives, où le staff t'explique, c'est ça notre démarche. Sensibilisation. On recycle les trucs, les garnishes, voilà, c'est une chips de machin qui a été faite à partir du sous-produit du truc qu'on a mis dans le verre. Et il y a un côté pédagogique comme ça. Le menu, il y a des choses à lire dedans. Et en fait, c'était cool, mais j'ai pas eu d'effet waouh. Et je me suis demandé finalement, est-ce que si on retire cet aspect, on fait de l'upcycling, on recycle et tout, est-ce que finalement, un bar comme Zest serait deuxième meilleur bar d'Asie? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. En fait, là, du coup, tu es tellement concentré sur le concept en lui-même que tu es noé dans l'argumentaire. En fait, je pense qu'il le serait quand même. Enfin, j'y suis pas allé, mais je pense qu'il y serait quand même parce qu'en fait, il a les codes. En fait, il y a un mode d'emploi des classements. D'accord? Et t'accompagner comme ils l'ont fait, moi, je trouve que ça alourdit l'expérience. Bah, c'est exactement... Mais en fonction de ce que tu viens chercher dans un établissement, ça peut la rendre géniale aussi. Mais moi, je pars du principe que n'importe qui peut rentrer chez moi et que je vais pas trop lui prendre le chou non plus. Tu vois? Mais pour Zest, au-delà de l'upcycling, la démarche, c'est de la démarche d'un gastro. Tu vas pas dans un gastro pour te faire une petite bouffe sur le pouce. Si on arrive à se dire que un bar qui est dans le 50 Best, c'est un gastro pour le bar, et pas juste c'est un bar dans lequel on va boire des coups, je pense que ça marche. Mais je pense que toi, tu es peut-être allé dans l'esprit de je vais tester ce bar-là, ce que tu n'aurais jamais fait avec un gastro, tu rentres pas comme ça dans un gastro pour le tester. Ah, on a pris rendez-vous, quoi. Enfin, Effectivement, tu as sûrement Je te vois tellement rêver à l'arpège. Salut, tape pour deux. On a tenté, mais on est revenu une semaine après, on avait booké cette fois. En fait, je pense qu'on a la même vision d'un bar par principe, c'est un endroit où tu vas boire un coup, et après ton expérience, elle est plus ou moins folle, plus ou moins élégante, plus ou moins évoluée, etc. Là, c'est juste, peut-être c'était pas un bar pour... Mais en fait, dans ce cadre-là. En fait, je fais le parallèle avec ta démarche à toi, ou peut-être, est-ce que si Bisous était dans un mode RP, où voilà, notre concept, c'est il n'y a pas de menu, on upcycle, on fait du locavore, on fait du fruit de saison, machin, peut-être que tu serais dans le top 100, ou tu vois. Ouais. Et en fait, c'est dans quelle mesure en fait le concept prend le pas sur l'expérience bar finalement, et ce qui fait que je suis sorti de Zest, je me suis pas dit, j'ai eu le sentiment que bon là je vous en parle, mais une semaine après j'ai oublié, tu vois. Ouais. C'était un bon bar, et puis voilà, si on m'avait pas expliqué la démarche, ça serait passé inaperçu. En fait, tu réponds à la question de
comment, parmi les choses qui te font rentrer dans les classements, il y a l'expérience que tu viens de vivre. Ouais. Et c'est exactement ça. Je trouvais que ça alourdissait l'expérience. Tu viens voir un bon truc. En fait, ça la rend géniale si tu viens chercher ça. Ouais. Ça la rend parfaite. Mais ça l'alourdit si tu viens pas forcément dans cette optique-là. Ou en fait, mon point, mais à quelqu'un qui vote, qui fait partie du panel de votants pour les top 50, il vient pas comme toi, je suppose. Mais mon point, c'est aussi de se dire, si tu vas dans un endroit et qu'on est obligé de t'expliquer le truc, t'as perdu quelque chose quand même. Ouais. C'est les meilleurs concepts, c'est ceux que t'as pas à expliquer. Tu vois, tu déballes un truc, tu déballes un iPhone, ça marche tout de suite, c'est magique. Tu vois, c'est pas, y a pas un ingénieur qui t'explique. Alors voilà, il faut faire setup, machin, bidule. Et c'est ça la beauté du truc. Et dès lors qu'on t'explique, finalement, tu perds C'est limite quelque chose qu'on va t'expliquer à la fin, tu vois. Je trouve que limite, je trouverais ça super intéressant que t'aies ce côté éco-responsable, etc. Et à la finalité, il y a uniquement au moment donné où tu payes, etc. Ça vous a plu, vous avez passé un moment pour information, voilà, tout ce que vous avez dégusté ou autre, etc. Et là, t'as l'effet waouh. Exactement. Et là, je trouve que tu arrives dans une démarche qui est finalement intrinsèquement, ce que je disais tout à l'heure, un peu, c'est une valeur plus qu'un argumentaire de. Ouais, bien sûr. Parce que finalement, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller visiter une AMAP, quoi. Si je veux vraiment un truc super responsable, j'extrapole. Mais dans ces cas-là, j'ai pas la même démarche. Effectivement, je connais pas les critères des 50 best, mais tu dois avoir un paquet de critères autres que juste le concept en lui-même. Ça doit être l'expérience, ça doit être le rapport qualité-prix, ça doit être la diversité du menu, la compréhensibilité, enfin, la lisibilité, du menu, etc., qui doit jouer. Et c'est de se dire, et ta remarque, elle est juste, c'est qu'est-ce que tu as retenu? Quand tu sors, quand tu reviens, c'est ok, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'y retourner? Est-ce que tu y retourneras ou pas? Tu vas des fois dans des bars, tu dis ouais, c'était super, c'était cool, mais tu y retourneras peut-être jamais, tu vois. Ou t'en parles peut-être même pas aussi. Ouais. Alors que c'est des très bons bars, tu vois. Voilà, ça me fait penser à ça et de voir un peu la différence de démarche que tu peux avoir et comment en fait le côté, du coup toi tu as un côté éco-responsable ancré vraiment où c'est même plus un argument, c'est même plus. Et puis tu sais, nous, c'est normal. Alors c'est normal et c'est aussi et surtout que en fait il y a tellement un long chemin. Parce qu'on a une certaine forme j'ai un profil d'avoir une certaine forme d'humilité sur plein de sujets, mais sur celui-là particulièrement, en fait, on sera jamais les meilleurs, on pourra jamais faire absolument tout, parce que dans ce cas-là, on pédale sur le toit pour produire notre énergie, etc. C'est vrai. Donc, en fait, à partir du moment où on pourra pas être parfait, moi, j'ai jamais été à l'aise avec le fait qu'on s'autoproclame. Okay. Tu le mets pas en avant, du coup. Tu vois, du coup, on l'a jamais trop mis en avant, c'est juste comme ça qu'on travaille. Et ça nous plaît bien. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a eu la chance d'avoir une sorte de double concept aussi à l'ouverture sur notre éco-responsabilité, zéro déchet, etc. Et le sans menu. Et le sans menu, ça fait un peu plus bander les gens. Ce que je comprends. Et puis, j'en suis ravi parce que c'est le côté fun qui a pris le dessus sur le côté important, essentiel selon moi, mais qui n'est pas sur la partie sur laquelle on se tape des barres et sur laquelle on vit une expérience de fou. Donc voilà. Parfait. Très bonne explication. Très cool. Je sais que Chris voulait parler de culture d'équipe, tout ça. Oui, tout à fait. On a un sujet là-dessus. Ouais, le côté staff, le côté recrutement, etc., c'est quelque chose qui est clé. Donc, on a parlé de pas mal depuis le début de certains des points. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des questions qu'on avait un peu listées, mais j'aimerais que tu me parles à ta façon, comme tu l'as fait quand on a abordé ce sujet-là. Tu m'as parlé d'un déclic que tu as eu parce que la vraie difficulté qu'on a en France et dans plein d'autres pays aussi, c'était le recrutement. Et c'est trouver les bonnes personnes. Mais pour pouvoir trouver les bonnes personnes, on a eu cette réflexion de est-ce que nous, on est la bonne personne pour trouver les personnes. Être sûr et certain que on ait ce côté est-ce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de me dire que je vais recruter les meilleurs, recruter les gens les plus passionnés? Est-ce qu'ils vont avoir envie de rester? En fait, on se rend compte que c'est en grande partie pour nous aussi que les gens restent, mais pas que. Tu vois. Et tu as eu un déclic et du coup, tu as revu aussi ta façon de voir, je pense, entre
ta première expérience en tant... Alors déjà, ton expérience en tant qu'employé, au départ, dans les bars, jusqu'à ta première expérience en tant que manager sur Bespoke et fondateur de Bespoke, et jusqu'à aujourd'hui, du coup, Bisou 2. Et c'est quoi un peu le concept? C'est quoi la vie d'un employé et qu'est-ce qui a été ce déclic-là? Je sais pas s'il y a eu un déclic vraiment fondateur. C'est j'ai toujours trouvé important de traiter au mieux les gens avec qui on travaille, mais ça part d'un constat presque égoïste. C'est que recruter, former et que la personne soit au point, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Donc, autant faire en sorte que les gens soient heureux chez nous afin de gagner du temps, de l'argent et d'avoir une équipe stable, formée, qui connaît les clients, etc. Donc, dès qu'on a eu les opportunités de mettre des choses en place pour rendre la vie au travail plus agréable, moi, j'ai mis beaucoup de focus là-dessus. Et c'est un focus que j'ai mis particulièrement en sortant de service. Parce que j'avais plus de temps, du coup. Et surtout, quand je continuais à faire des services et que je commençais à avoir une famille qui était en train de se construire, bah, j'appréciais avoir plus de temps pour moi aussi. Donc après, c'est très simple. Hein. C'est les outils qu'on a, c'est quoi? C'est avoir suffisamment de business pour avoir une double équipe, donc faire la semaine de 4 jours. D'accord, donc là, parce que c'est pas quelque chose de commun partout, et en particulier en dehors des grosses villes, là on parle bien du coup 4 jours de travail pour 3 jours de repos total par semaine. Absolument. Donc 3 jours consécutifs ou... Alors, on essaye, on essaye dans la mesure du possible. En fait, on garantit évidemment 2 jours plus 1, mais on essaye au maximum qu'il y ait 3 jours consécutifs. Alors, même un jour en satellite, c'est pas mal. Hein. Oui, mais en fait... C'est ce qui est dans tous les cas, les jours tournent et parce que vu que quand tu fonctionnes de cette manière, en fait, personne n'a les mêmes jours off tout le temps. Oui, ça tourne tout le temps. Après, certaines personnes préfèrent avoir des jours fixes et on fait le max pour ça, mais ça vient avec le fait qu'il n'y a pas forcément 3 jours consécutifs. D'autres personnes n'ont pas de problème avec le fait que ça tourne et on essaye de faire en sorte que ça tourne parce que ça te permet d'avoir aussi des week-ends. Parce que les gens n'ont pas toujours des gens qui travaillent dans l'industrie de la restauration, des bars à cocktails, etc. dans leur entourage. Donc c'est bien beau d'avoir un lundi, mardi, mercredi off, mais quand ces gens-là, enfin les gens normaux, quand ils sortent, c'est le vendredi, samedi et le dimanche. Donc du coup, quelle idée. Il y a des moments, il y a des jours qui tournent et qui leur permettent d'avoir ces jours-là. La rémunération qu'on essaye d'avoir le plus correct possible. Donc là, on parle d'un salaire de base. Oui, salaire de base. En fait, pour moi, il y a des éléments fondateurs. C'est salaire de base correct, une organisation du travail qui soit agréable en termes de management, la semaine de 4 jours, une machine à tips. Ah, une machine à tips. Non, mais c'est des nouveaux TPE qui suggèrent le pourboire. C'est génial. D'accord. Et on parlait de l'intérêt d'avoir du tourisme dans son établissement. C'est con, mais les touristes anglo-saxons, ils tipsent beaucoup. Du coup, les équipes gagnent bien leur vie. Et donc, les équipes sont contentes. Donc, t'as senti un changement, je suis désolé, je t'interromps, mais t'as senti un changement entre le moment donné où tu n'avais pas justement cette proposition de facto avant le paiement par carte, voulez-vous laisser un pourboire, et puis t'avais des montants, je sais pas quel est ton système avec lequel tu travailles. Mais du coup, c'est marqué au pourcentage, donc 5, 10, 2, enfin voilà, etc. Et t'as senti une différence flagrante? Il y a une différence, ne serait-ce que... Est-ce que moi, je l'ai senti clairement? Non, parce que les pourboires, à la base, ça me regarde pas. Je les ai jamais touchés dans mes établissements. Et quand ils sont partagés entre membres de l'équipe à la fin de la soirée en espèces, je suis pas au courant. Même quand tu staffais, même quand tu shiftais, tu prenais pas les pourboires? Non, j'ai jamais pris de pourboire. Après, maintenant qu'on a la machine, c'est moi qui fais les virements. Mais je faisais pas de virements avant, donc je peux pas te dire. Mais d'après l'équipe, le changement, il est superbe. En fait, il va avoir un impact sur quoi? Sur le client américain. T'en avais 1 sur 2 qui pensait qu'il avait entendu que c'était impoli de laisser du pourboire en France parce qu'on avait des salaires corrects, etc., etc. Quand on lui suggère de mettre un pourboire, il dit en fait non, c'est pas impoli. Bam, 20 points. Tu vois. Et est-ce que j'ai senti une différence de le taux de rétention des équipes, c'est ça? Non, mais alors non, sur l'impact, l'intention du pourboire. Je t'explique, je te donne un exemple. Je suis de la restauration à la base, jadis, quand t'es en noir et blanc. Je laissais souvent du pourboire. Quand c'est moyen ou quand c'est bof, clairement, je vais être très honnête, je laisse pas en fait. Mais le fait que des fois, tu as des gens qui sont gentils, qui ont des fois galéré, etc. Et qu'on te donne le TPE et que tu es en face de la personne qui te met le truc comme ça et que toi, tu fais
Tu le regardes et là, t'as un peu le chapeauté devant toi. Bah, tu fais, bon, Non, mais les évidemment, 5, tu vois. évidemment qu'il y a un pouvoir incitatif. En plus de ça, bon, on essaie de faire ça bien pour pas braquer notre clientèle française, notamment. On explique bien. La machine va vous suggérer un pourboire. Il n'y a vraiment pas de pression. Vous pouvez écrire non merci, il n'y a pas de souci. Vous pouvez commencer à 10, finir à Voilà. 20. enfin. Et on détourne le regard. On fait en sorte de mettre les gens à l'aise. Il y a forcément des gens à qui ça ne plaît pas. Hein. Il y a parfois des reviews de gens mécontents par rapport à ça. Ah oui, c'est vrai, t'as des Ouais. retours négatifs. Je pense qu'en 3 ans, on a eu 2 reviews, tu vois, donc ça va. Mais, En fait, vous n'êtes pas les seuls à le faire. Tiens, ça me fait penser. mais en fait, les gens sont tellement. Enfin, Tu es très bien noté sur TripAdvisor. Ouais, super. Ça, mais tu sais que c'est marrant parce que TripAdvisor, on n'a jamais créé la page. Ah, mais Et là, j'en c'est pour plein toi. référencement. Donc, je me dis que je devrais en créer une pour Bisou Canal. Et ça, c'est des clients qui nous avaient créé ça. Voilà. Trop bien. Bon, je te coupe, excuse-moi. Non, mais vas-y, avec plaisir. En vrai, on a des bonnes reviews un peu partout, donc c'est cool. Et ça, et tu sais, tu parlais des awards, mais les meilleurs, bon, j'aurais préféré être plus à 4,6 qu'à 4,4, mais ça va, c'est pas mal. En fait, c'est ça, ça sonne bateau de fou ce que je dis, mais les meilleurs. Non, mais c'est important. Le meilleur award, c'est quand t'es plein tous les soirs, quand les gens laissent des avis et que ça fait 8 ans que t'es ouvert, t'as 1500 avis sur Google et t'es à 4,5 de moyenne. Bah c'est top. Bref, et ça, je kiffe. Mais bref, Pour revenir au staff. la balance entre ce que ça apporte aux équipes versus les 2 reviews en 3 ans qu'on s'est pris, tu vois, c'est... Et donc, du coup, sur le staff, tu parlais, donc, il y avait ce côté, la semaine de 4 jours, il y avait un salaire, effectivement, qui était correct. la machine à tips. la machine à tips. Le TPE magique, comme je l'appelle. Du variable annuel, des choses comme ça aussi. Pas du tout. On a, oui, il y a 10% du résultat de l'entreprise D'accord. qui est partagé entre les collaborateurs. Très, Voilà. très fair. Et ça, du coup, ça te permet aussi de viralement, en fait, enfin, ça donne une bonne pub, même entre eux, parce qu'ils doivent se refouler le filon, comme quoi travailler à Bisous, c'est cool. On n'a pas de problème de recrutement. Et ça, C'est c'est important. cool. Ça, je pense que dans notre métier, c'est ce qu'il y a de plus rare. Je vais Donc, synthétiser ce que Nico dit en une phrase, parce que ça fait écho. Et sincèrement, cette phrase-là, je la ressors à chacune des interventions que je peux faire auprès de professionnels. J'ai très vite compris, Nico m'a dit, le jour où on a eu cette discussion, il m'a dit, j'ai très vite compris que le boulot de mes équipes, c'était de mettre mes clients bien. Donc moi, mon boulot, c'est de les mettre eux bien. Ouais, et À ça, partir du moment où j'ai compris ça, et bah, ça, tout cette inspiration, elle vient de Danny Meyer, qui a écrit un bouquin fantastique et fondateur pour moi, qui s'appelle Setting the Table. C'est le fondateur de Shake Shack, notamment, ce monsieur. Et en fait, il fait une sorte de cercle vertueux et dans le sens de priorité que tu devrais avoir. versus dans notre métier. le personnel, Et en fait, la clientèle. tu traites d'abord ton staff correctement, qui lui ensuite traite bien tes Et clients. c'est du ruissellement. Exactement, mais celui qui marche. Oui. Pas dans le mauvais sens. Petite parenthèse, il me semble, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais effectivement, le fondateur d'un système là, qui s'appelle Sunday App, Ouais. Victor Luger. voilà, qui communique beaucoup sur le fait que c'est le nombre de tips qu'il y a en plus avec ce système. C'est des plus X%, mais à 2 chiffres, quoi. Non, mais c'est énorme. Donc, Les dernières chiffres qui sont sortis, entre guillemets, de manière officielle, grâce à Sunday, c'était plus de 30%. ah voilà. Ce qui est colossal parce que ces montants de pourboire, c'est des montants qu'on avait il y a 20 ans quand il y avait du liquide encore. Il y a plus de 20 ans quand il y avait du liquide. Aujourd'hui, c'est revenu, alors qu'on limite on n'y croyait pas. C'est un très très bon système, je pense. En parlant de staff, j'ai une petite question. Dans quelle mesure le fait, entre Divine et Bisou, le fait d'avoir un menu ou non, impacte ta manière de recruter les profils, de les sélectionner? Je me dis quand il n'y a pas de menu, c'est autrement plus challengeant. Ouais, mais c'est justement. Parce que tu vas... en termes de formation... C'est pour ça qu'on a passé ces 2 dernières années à mettre en place des systèmes de formation. En fait, le postulat de base, c'est putain, ça prend 6 mois pour pouvoir former quelqu'un. Les personnes après se barrent. Et que la personne soit... Non, mais c'est même pas ça, c'est que c'est trop long. Tu vois, Ah oui. pour que la personne puisse t'habiliter. prendre une station au bar, un soir de week-end, il faut que la personne ait 6 mois d'ancienneté minimum. Partant de ce postulat, on s'est dit c'est pas possible. Et donc, mis en place les systèmes de formation,
structuration de notre manière de travailler, etc., etc. Aujourd'hui, en un mois, t'es quand même OP, ce qui est bien. Ça veut dire que vu que tu as ce système, tu n'as pas de C'est comme si critères on avait un particuliers. alors, on a toujours recruté des personnalités. Ok. Parce que ça ne s'apprend pas. La technique, les skills. Le savoir-être ne s'apprend pas. Exactement. Le Il y a savoir-faire, des choses oui. qui se transmettent et des choses que tu. Donc, on a toujours fait ça. Mais aujourd'hui, on peut le faire encore plus. À une époque, on devait faire une petite balance entre la personnalité et les skills. Là, aujourd'hui, c'est full personnalité et des D'accord. skills. On a les outils maintenant pour pouvoir les transmettre de manière efficace. Parce que moi, c'était un gros défaut que j'avais, vu que j'ai pas été mentoré. J'ai appris, entre guillemets, tout seul en lisant des choses, etc. Parce que Veille je de pense Groff, que- quand même. parce que c'est comme moi, ça a fonctionné comme ça pour moi. Parce que j'ai une personnalité qui fonctionne comme ça. Mais j'avais tendance à attendre des autres d'être comme ça. Sauf que c'est pas cool. Donc c'est à nous d'adapter notre manière de former afin de pouvoir recruter un spectre plus large de personnalités et de profils. C'est intéressant parce que, oui, bon, clairement, je pense qu'il ressort, c'est que entre un type qui est très technique, Mais qui est un connard. bon, pas forcément un connard, mais qui est très technique et qui connaît, je sais pas, le Default Guide par cœur, versus quelqu'un qui Qui sort de master, par exemple, en droit, Voilà. mais qui connaît rien. quelqu'un mais qui a un bon bagou, je sais pas, qui a une bonne attitude, mais qui connaît pas forcément bien les cocktails. Tu vas quand même pencher pour la personne parce que malgré ce système, c'est plus facile de former quelqu'un à faire des créations Ah oui. cocktails que l'inverse. Ben, c'est plus facile surtout de ne pas avoir. C'est con, mais quand tu as un lieu qui est processé et structuré avec des manières de travailler qui sont bien particulières et qui sont les nôtres, il y a aussi un aspect de au moins tu arrives avec tes ah, mais moi je fais ci, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Au plus, ça va être simple pour nous de pouvoir te former. Peu importe le background que tu as, si tu as la bonne attitude et que tu es chaud pour apprendre une manière de travailler, avec plaisir. Mais si c'est pour essayer de lutter en fait contre le système parce que tu as tant d'années d'expérience, etc., ça nous intéresse pas. Et on a travaillé pour ne plus être dépendant de ce genre de profil. Donc, du coup, dans tes recrutements, tu marques pas tant d'années d'expérience attendues. Non, je crois pas. Peut-être sur le dernier, je sais plus. Non, c'est une vraie question, j'ai pas regardé. Non, je crois pas qu'on mentionne ça. J'ai envoyé un CV, mais Question tu m'as jamais piège. répondu. Parce que t'es trop vieux. Parce que t'as pas bu son J'ai espresso une limite martini. d'âge. T'es pas Ah ouais, C'était ça le. C'est le parce que je me critère. suis pas arrêté l'autre Voilà. fois. T'as même pas fait coucou. Bah non, mais t'es pas là le soir, pas. Bisous au canal en ce moment. Ah bah oui. Pas ce soir, donc n'essaye pas. Demain soir, non, demain soir il y a le match, mais le lendemain. Parfait, sans transition. PSG ou OM? PSG ou Marseille? Ouais. Quelle question. Lens. Marseille, en fait, c'est un truc qui est choquant pour un Marseillais. C'est que quand tu arrives à Paris et que tu découvres qu'il y a des gens parisiens supporters de Marseille, tu te dis pourquoi? Enfin, je comprends pourquoi. Mais pour nous c'est inenvisageable. T'es Marseillais, tu supportes pas une autre équipe que Marseille. Et donc, du coup, toi, ça te choque pas qu'un Marseillais arrive à remplir 4000 personnes dans un stade mythique parisien en claquettes et chaussettes? Alors si, mais ça c'est générationnel. Ah, très bien, J'arrive d'accord. pas à comprendre, mais Je faisais une petite En- aparté. en vrai c'est pas mal ce qu'il fait Jules. Mais c'est vrai que à sa place. Ah non, mais c'est très fort. 8000 personnes, accueillir, 97 descendre. 000 personnes. 97 000, pardon, arriver, claquettes, chaussettes, pour moi, c'est le summum de la popularité. quoi. Ouais, c'est clair. Là, je suis très chaud. Il est très chaud. Bravo. Pardon. Là, ça, c'est de la digression, Fred Roginska, comme on les Voilà. aime quand ça part bien en banane. Bah, je resterai au Hellfest. Voilà. Alors, moi aussi, mais je m'intéresse à ce truc-là parce que je suis quand même toujours très. Et il te reste 5 minutes. À qui, à moi? Ouais, parce qu'après, malheureusement, Vas-y, on va devoir Oui. te libérer. Est-ce que Fred, t'es d'accord pour que je passe sur le petit bonus? Vas-y. J'ai ma Magic Bar Spoon et je t'offre des petits billets pour aller boire des verres dans 3 bars dans le monde avec madame. On peut partir tout de suite maintenant. On va boire 3 bars dans lesquels soit dans lesquels tu n'es jamais allé mais que tu Ouais. aimerais pouvoir visiter, ou des bars dans lesquels tu as une super expérience passée et tu veux vraiment y retourner.
Tu vas peut-être me dire un bar en bas de chez toi, un bistrot, un bar qui a non, été mais fermé que tu veux qu'on En vrai, réouvre. en ce moment, j'ai envie d'aller au Japon parce que je l'ai jamais fait. Et j'ai envie de retourner à New York parce que ça fait trop longtemps. Donc, je retourne à New York et je vais boire un martini à Schmuck parce qu'il paraît que c'est super. Je vais aussi à Overstory. Tu vois, on va rester à New York. On fait Schmuck, Overstory, parce que la vue, tout ça. Et Super Bueno, parce que voilà, ça me donne envie d'y aller. Très bien. Tu es pas retourné depuis la dernière fois? Tu sais, en 2018. Mais on c'est 2 bars récents. Enfin, Si, c'est même je suis 3 allé bars en très récents. Ouais, Tu es retourné. J'y suis allé en 2021, juste avant la naissance de ma fille, Ah, voilà. avec des potes. Je suis allé à Double Chicken Please, c'était top. Ton coup de gueule dans l'industrie, s'il y avait un truc qui te fait péter un plomb, un truc qui te fatigue un peu même à la rigueur, où tu dis ouais, ça fait chier. Bon, rien. Rien. Non, rien. Moi, je trouve que notre milieu, il va dans le bon sens. On sort de plus en plus du truc de l'excuse de c'est la restauration, c'est pour ça qu'on t'exploite, etc. Donc, non, je pense que. En fait, de manière générale, le monde va plutôt dans le bon sens. Et notre industrie aussi. Je trouve que. Alors, bien sûr que on est nostalgique de y a 10-15 ans quand on a débarqué et qu'on était 5 et qu'on se connaissait tous et qu'on était copains. Mais c'est juste qu'on est nostalgique de quand on était plus jeune. Mais J'ai pas vraiment de nostalgie. À vrai dire, j'ai plus. Il y a un moment donné où c'est allé tellement vite ouais, que c'était très dur de suivre. ouais. Surtout pour des gens, peut-être de notre génération, tu vois, où. Non, mais en plus, On toi, avait t'étais que les dans une prémices de position ça. extérieure où tu devais analyser tout ça pour travailler avec. etc. Ouais, et puis Et faire l'advocacy auparavant. j'avais connu le bar avant et surtout, ça allait à une vitesse dingue. Ouais. C'est-à-dire que nous, les changements, on les voyait en semaines. On les voyait pas en mois ni en Ouais. trimestre, on les voyait en semaines. Ça allait très vite. Et tout le travail qui a été fait aussi par la partie digitale, le travail que Fred a fait, le travail que tout ce qu'il y a eu en fait en pionnier aussi là-dessus, c'était hyper important. Et je dirais, je suis nostalgique de ressentis que j'ai eu avec des clients, moi. C'est-à-dire des expériences de vie, Ouais. tu vois. Si tu veux me donner pas 3 bars, ouais, il y a des bars dans lesquels je retournerai travailler, mais à des moments précis avec des clients précis et des collègues précis, tu vois. Je reviendrai faire un shift ce soir-là parce que c'était des expériences avec des anecdotes qui étaient folles, tu vois. Pas à une époque. L'époque, elle était beaucoup plus calme parce qu'en fait, on n'allait pas dans les bars à cocktails. Il y en avait pas. Enfin, il y en avait beaucoup moins, du moins. Ouais, bien sûr. Et puis, Ouais, on mais- bossait tous aux mêmes heures, et puis voilà. Même il y a si longtemps que ça, j'ai le sentiment que faire la queue devant certains bars, c'est un phénomène très récent. Mais Moi, si j'étais nostalgique, c'est L'époque Ou où alors- tu poussais la porte. si, parce qu'il y avait un videur à la rigueur, mais ou c'était alors, tout. une fierté que j'ai, c'est de me dire j'ai eu la chance de faire certains bars Exactement. que je ne pourrais plus faire aujourd'hui. Parce que ils sont devenus trop gros, enfin trop populaires. Il y a la queue, il faut s'inscrire 2 mois avant sur une liste sur Instagram, je sais pas quoi. Et Ça réfrène un peu. voilà. Et du coup, c'est plus la même chose. Je suis nostalgique de Bespoke. Bespoke, j'ai vécu deux vraies expériences. J'ai 2 expériences. C'est-à-dire Là, le petit rectus j'ai 2 souvenirs assez incroyables. Il y en a un dont je ne peux pas parler parce que c'était très personnel et ça concerne ma fille. Mais tu vas peut-être le revoir parce que tu étais là ce midi-là, ma fille aînée. Donc j'ai quelque chose, j'ai un souvenir en tout cas d'une rencontre et de ça. Et j'étais avec mon aîné, avec Ali. Et par contre, j'ai un souvenir. Je crois que c'est le seul endroit au monde où on m'a écrasé une énorme part de gâteau dans la gueule. Ouais, c'est pas moi. Non, c'était pas toi. Mais je pense que tu te souviens de ce soir-là. Je me souviens même pas. Tu t'en souviens pas? Enfin, si- C'est normal, c'était la soirée de clôture. Ah, bah voilà. Je me souviens de rien. On a pété des murs alors. La soirée Ça de va, clôture de Bespoke, avis à celui qui lançait du gâteau au chocolat. Il s'en souviendra. Toi, tu t'en souviens pas, mais il y en a un paquet qui s'en souviennent. Quelle soirée. Mais c'était une soirée incroyable. Mais mon petit coup de gueule dans l'industrie, là, j'y pense, c'est je trouve qu'il y a trop une scission forte entre les bars d'hôtel et les street bars. Tu vois, dans une ville comme Londres, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, tu vois. C'est moins guindé. Ouais, je sais pas. C'est dommage. J'adore moi aller dans des bars d'hôtel parfois. Mais je trouve que c'est 2 mondes trop différents. Mais t'as encore plein de gens qui te disent « Ah bon, mais on peut aller boire un verre alors qu'on n'est pas client de l'hôtel » Ça Ah oui, existe encore. on force les gens. Il y en a plein. Plein. Et si t'avais un big up, un truc que t'as adoré, par exemple, les dernières années qui t'a marqué, que tu trouves cool, un établissement, quelqu'un, un bouquin, quelque chose.
Ou c'est un ensemble de plein de choses en fait qu'on fait que. Non, on revient, tu sais, quand tu me demandais s'il y a un coup de gueule dans l'industrie, moi je trouve que non, le big up, c'est l'évolution du milieu vers quelque chose de cool, et je trouve que le. Ça peut être un coup de cœur vers quelqu'un d'industrie aussi, hein, ça pourrait être. Bah, toi, si tu veux, mais non. Non, ça me vient pas là, je suis sûr, je vais rentrer après, je vais me dire putain, mais je peux penser c'est le stress. Tu sais ce que tu peux faire? Tu pourras retourner sur YouTube et tu le mets en commentaire. Tu mets Ça un y est. commentaire. Ouais. Je suis venu, je pense. Et c'est tu ça. le commentes et tu peux rajouter et le Ouais. taguer dedans. Non, j'ai pas envie de nommer des gens. Non, c'est pas pour nommer, nommer. c'est pas pour faire du name dropping, dropping, etc. Pas du tout. C'est des fois, voilà, moi j'ai dit mes moments, des choses, des gens, des phrases, des choses que tu as pu me dire, des choses que d'autres personnes dans l'industrie ont pu me dire, tu vois, les 5, 10, 15, 20 dernières années, qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont fait aussi me remettre en question, réfléchir, voir les choses sous un angle différent et qui m'ont beaucoup fait grandir, tu vois. Ouais. Dont cette phrase-là que tu as pu me sortir sur le staff. Non, mais tu sais quoi, Pas j'ai un mal de big choses up comme sur Eric Danbic, donc qui est copropriétaire et head bartender de Handshake, qui est le World's Best Bar numéro 1. Et je le connais depuis qui avant était à Amsterdam. Amsterdam, ouais. Et c'était avant qu'il soit connu. J'ai connu ce garçon et je trouve ça hyper. Je lui ai écrit la semaine dernière pour lui dire franchement, je suis trop content de tout ce qui t'arrive parce que t'es une top personne et t'es resté la même personne malgré le succès. Et j'ai trouvé ça génial. Donc moi j'aime bien quand c'est des gentils. Tu vois, j'ai été très raccord avec au César le discours de Non, Karim j'ai pas Leclou, je regardé, crois. je t'avoue. Karim Leclou qui joue le rôle d'un gentil pour le film, enfin dans le film pour lequel il a reçu Ah, je vais regarder, j'ai pas regardé. du meilleur acteur. Et il disait c'est trop bien parce que ça met en valeur les gentils et je trouve que ça n'arrive pas assez. Donc les bonnes personnes, et je trouve que Eric Danbic est une bonne personne qui mérite ce qui lui arrive et ça fait plaisir. Voilà. Top. Mais je suis pas allé à Mexico City chez Handshake et je suis hyper triste, mais il ouvre bientôt un bar À Paris? à Amsterdam chez Kerato. Donc ce sera moins long d'y aller. Un petit Peut-être. Thalys. Peut-être. On arrive au bout. En parlant de big up, est-ce que peut-être il y a des bars à Paris que tu aimes bien fréquenter en dehors des tiens? Je sors plus. Tu sors plus. Ok. Je sors plus et j'aime Ouais, plein de pas bars. de bars à conseiller. Donc non, je ne vais pas mentionner des bars précis. La dernière fois, j'ai voulu aller au bar Hemingway à 18h pile. Il y avait déjà la queue d'une carte d'américain qui était là. J'étais déçu parce que j'ai encore ce craving. Au bar Hemingway, ils ont leur martini classique là, tu sais, avec un glaçon de Saumur. D'accord. Alors c'est trop moche. C'est moche, mais c'est beau. Hyper moche parce que c'est un vieux glaçon fait dans un moule à la maison, tu vois. C'est tout vilain, ça flotte. On dirait une merde. Bref. Désolé, mais la vérité, c'est que j'ai kiffé l'expérience. Et c'est un martini à l'américaine, bien. 35 €. Ouais, 32, 38. Ouais. Bah Là-bas, on est hors du temps. Non, mais comme quoi, on est prêt à payer Ouais. l'expérience. Mais l'expérience, c'est là. elle est cool parce que tu bois un truc que tu vas pas Un glaçon boire de Saumur. dans un bar qui n'est pas le Hemingway. Bref, donc j'avais envie d'aller la dernière fois, j'ai pas réussi. Et non, sinon, je trouve que l'industrie parisienne se porte bien et c'est cool. Elle est bien représentée. Et ben en tout cas, un gros big up. Merci. Tu fais partie des rencontres qui m'ont beaucoup marqué les 15 dernières années dans cette industrie. Je trouve Merci, que tu fais Christophe. des établissements qui ont été très différents en plus de ce qu'on a pu connaître et dans lequel tu as réussi à transposer quelque chose dans ton équipe. On s'y sent bien et là, je vais être super transparent et dire ce que je pense. Pour moi, ça, c'est un bon bar parce qu'on s'y sent bien, que Nico soit là ou pas. Et je pense que c'est une très très belle victoire Ouais, aussi d'être ça- capable de copier et de drainer en fait la même ADN que toi tu as avec ton staff. Donc c'est des gens qui partagent tes valeurs et que tu sois là ou pas, on s'y sent toujours aussi bien. Donc Ça me fait franchement, plaisir. bravo. Ça me fait plaisir C'est parce qu'il y a hyper toujours un important. truc que j'ai détesté, c'est des gens qui veulent te faire plaisir en te disant Nico, t'es là ce soir? Non, Ouais. je suis pas là, mais c'est ouvert, tu peux passer. Non. Non, mais t'inquiète, Je t'ai jamais appelé d'ailleurs pour ça. Et C'était du parce coup- que je m'en fous. Voilà, j'étais un peu des. C'est pour ça que je me suis pas arrêté l'autre jour pour boire l'expresso martini. Ouais. Parce que j'ai vu que t'étais là. Je suis J'étais coupable pas là. de ça avec Mais- un certain bar. Parce que tu vois, ça fait. Ouais, c'est tu vrai. te dis. C'est vrai. Non, mais ça part d'une bonne intention de la part de la personne, mais ça fait un peu. Ben, Genre, ouais, mais ton bar il vaut rien, mais toi tu vaux quelque chose, donc je vais venir pour toi. Mais alors que c'est pas ce que je sais que c'est Non, pas non. ce que les gens signifient quand ils disent ça, mais ce que tu viens de dire me fait plaisir, Christophe, merci. non, mais c'est sincère. Merci, merci à toi. Longue vie, hâte d'aller. Tu sais quoi? Allez tester Bisous 2, ouais. Alors, dès qu'on on aura va arrêter coupé- de l'appeler bisou 2. Dès qu'on aura coupé, je vais aller bisous
Canal, hein. Bisous, canal. Pas de. Non. Très bien. On prononce toutes les lettres. On prononce toutes les lettres, c'est important. Ni en verlan, ça marche pas. C'est quoi? T'es ouvert là, de toute façon? Oui. Ben, je vais aller boire un verre. Bon, On va boire un verre? Allons-y. C'est pas très loin. Soyons Allez. fous. On va boire des martinis. Ça marche. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci Nicolas de t'être Merci. rejoint Merci à nous pour beaucoup, cet exercice. D'avoir organisé cette belle journée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des likes, lâchez des commentaires. Ça Ouais. fait toujours plaisir. Ça N'hésitez fait pas à vous plaisir à abonner, l'algo. à poser des questions aussi, ça, c'est hyper important si vous voulez réagir Exactement. là-dessus. Ou si vous avez des questions ou des commentaires par rapport aux expériences de Nico, ou s'il y en a qui veulent se lancer dans des projets, etc., je pense que c'est important. Et il y aurait des bouquins à écrire là-dessus, hein, mais Mais on sait pas écrire. n'hésitez pas. Mais on sait pas écrire. Ce serait peut-être un prochain projet. On sait faire des vers. Bah, en tout cas, merci d'avoir suivi. Et on vous dit à très vite. Voilà. J'ai un peu spoilé peut-être un futur invité. Mais Léger. voilà, maintenant, il faut qu'il vienne. Il viendra. Voilà, il a la pression. Bah, à très vite. Salut ciao, à ciao.